Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité vue par le monde scientifique et l'histoire de l'humanité vue par les traditions telles que je les ai comprises. Je vais vous parler du début des temps, essayer de vous expliquer comment une origine peut être sa propre origine, car si on veut vraiment remonter à l'origine des temps, il faut être capable de trouver un concept qui permet de décrire une origine qui est sa propre origine. Je vous parlerai également de la triple évolution de l'humanité, car pour les traditions, l'humanité n'est pas issue d'une évolution, mais du croisement de trois évolutions. Je vais vous parler de ce qui est appelé les sept, ou également les 12 hiérarchies, qui sont des termes utilisés par les traditions, pour que vous puissiez comprendre à quoi cela correspond. Parler de la datation de l'univers, vue par le monde scientifique et également vue par les traditions, telles que je les ai comprises. Parler des 7 chaînes planétaires qui sont en quelque sorte l'évolution du système solaire à travers le temps. Essayer de parler un peu des constellations qui sont en lien avec l'origine de l'humanité, que dans nos traditions on laissait des traces sur certaines constellations. Quelles sont ces traces? Qu'est-ce que cela peut signifier? Parler des 7 civilisations ou races, c'est-à-dire les 5, parce que nous sommes aujourd'hui à la 5e, et les 2 prochaines qui risquent d'arriver selon les traditions. Parler également de l'évolution des espèces, comprendre les différents points de vue scientifiques et comprendre est-ce que les traditions sont d'accord avec ce point de vue, quels sont les arguments des uns et des autres. Alors pour mieux comprendre tous ces sujets, vous pouvez aussi vous référer aux différents ouvrages que j'ai écrits et qui doivent normalement être en lien sous la vidéo que vous visualisez. Vous pouvez vous procurer la version PDF de ces livres qui est gratuite ou acquérir la version reliée. Alors parlons maintenant du début des temps, Chronos. Pour les traditions, et en fait ça remonte aux philosophes grecs, pour Aristote, Aristote nous parlait de ce qu'on appelle un état en puissance. Un état en puissance, c'est quand on pense à quelque chose. Imaginons que je pense que je vais construire une maison. Pour l'instant, cette pensée est juste dans un état en puissance parce que elle n'a pas été actée, elle n'a pas été matérialisée. Je ne l'ai pas encore construite. C'est juste que j'ai l'idée de construire cette maison. Et donc, cet état en puissance, c'est vraiment un état de potentialité. C'est qu'est-ce que je souhaiterais faire. Et à partir du moment où cet état en puissance va être matérialisé, eh bien ça devient dans un état en acte. Donc si je construis concrètement cette maison, eh bien ça va devenir un état en acte, car je vais l'acter dans la manière. Et là, vous avez Platon qui nous dit que cet état en puissance est similaire à une pensée, car c'est quelque chose de potentiel. Et à partir du moment où on va l'acter, le matérialiser, eh bien ça va être une copie de la pensée, c'est-à-dire on va faire de notre mieux pour concrétiser cette pensée et la matérialiser dans la matière. Il nous parle aussi d'un modèle, d'une copie d'un modèle. Il nous dit aussi, Platon, que cet état en puissance est intelligible, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose issu du hasard, mais d'une intelligence, et qu'à partir du moment où ça va rentrer en acte, eh bien ça va pouvoir être perçu par nos sens, odorat, etc. Et donc pour les traditions, cet état en puissance, c'est justement cette notion d'origine, qui est sa propre origine. Chronos représente la durée sans fin et par conséquent immuable, sans commencement, sans fin, au-delà du temps divisé et au-delà de l'espace. Car quand nous sommes dans un état en puissance, on ne peut pas dire je vais remonter plus loin. Ça n'a aucun sens. Nous sommes un état en puissance est sa propre origine car il a toujours été en quelque sorte. Par contre, à partir du moment où il va se manifester, bien là, il va y avoir quelque chose de cyclique, d'après les traditions qui vont se créer, et il va y avoir un début et une fin. Et donc, il va y avoir un temps qui va être engendré, et qui va avoir un commencement et une fin.
Chronos, le temps, est aussi représenté dans la théogonie orphique comme un dieu ou agent engendré. À cette période du réveil de l'univers, le symbolisme sacré le représente comme un cercle parfait avec le point au centre. Donc c'est très important de comprendre que cette notion d'origine, qui est sa propre origine, c'est dans un état en puissance, donc similaire à une pensée, comme quelque chose, une potentialité que nous voulons concrétiser. Et à partir du moment où cette chose est concrétisée, amenée en acte, eh bien, elle va se dérouler et le temps va être créé. Il va y avoir un début et une fin. Cet état en puissance, pour les traditions, c'est la symbolique du zéro, du néant. Le néant qui n'est pas l'absence de tout. En fait, le néant, c'est une absence de choses matérialisées, mais par contre, potentiellement, c'est le tout. C'est le tout en potentialité, mais le rien qui n'a été manifesté. Et à partir du moment où ça va rentrer en acte, il va y avoir une unité qui va se manifester. Parlons maintenant de ce qu'on appelle la triple évolution de l'humanité. La première vague de vie, partie du troisième logos ou aspect, plonge directement dans la matière. L'Esprit Saint vivifie la matière des différents plans, bâtissant les atomes et les combinant ensuite en éléments. Donc pour les traditions, la première vague de vie façonne et anime la matière. Je ne vais pas vous détailler tous ces sujets car vous pouvez trouver beaucoup plus de détails dans d'autres vidéos où j'aborde précisément ces sujets de manière beaucoup plus détaillée. Il faut juste comprendre qu'il y a une vague de vie qui va permettre d'engendrer la matière physique qui va servir à construire des formes. Ensuite, il va y avoir dans cette matière ainsi vivifiée la seconde vague de vie provenant du second logos ou aspect. Dieu le Fils descend à travers les trois règnes élémentaires pour s'arrêter au règne minéral. Puis elle remonte à travers les règnes végétal et animal jusqu'au règne humain. Donc la deuxième vague de vie va utiliser, c'est pour ça qu'il y a déjà un croisement avec deux évolutions, va utiliser la matière qui a déjà été préparée par une autre évolution pour donner la qualité et bâtir des formes. Tandis que les deux premières intéressent simultanément des milliers et des millions de monades, la troisième n'atteint chacune qu'individuellement et au moment où elle est prête à la recevoir. La troisième émission, ainsi qu'on l'a vu, est déjà descendue jusqu'au plan bouddhique, mais elle y demeure jusqu'à ce que l'âme de l'animal ait bondi vers elle d'en bas. Alors seulement elle se précipite l'une vers l'autre et forme un ego, une individualité permanente. Donc pour les traditions, à partir du moment où il y a croisement de cette troisième évolution avec les deux autres, c'est là où l'humanité a commencé à être engendrée. Donc un être humain est issu du croisement de trois évolutions. Alors c'est pareil, je ne vais pas vous redécrire toute cette notion de plan, mais pour les traditions, c'est très important que tout provient d'un état non dense, éthéré, puis va descendre, va se cristalliser vers un plan très dense. Donc il y a différents plans qui existent, différents corps. Et tous ces sujets, je les ai abordés vraiment beaucoup plus précisément dans d'autres vidéos et je n'aurai pas le temps de les réaborder en détail dans cette vidéo. Je vous donne juste une vision globale dans cette vidéo. Tout simplement, vous devez comprendre, pour les traditions, il y a trois évolutions qui se sont rencontrées un jour et qui ont façonné ce que l'on appelle l'être humain. Alors dans la Bible, il est écrit « Le Saint-Esprit viendra sur toi ». Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça se réfère dans la Bible quand on dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi » Ça se réfère à la Vierge Marie. Cette Vierge Marie, le symbole justement de cette matière vierge. Le Saint-Esprit descendra sur la matière vierge pour lui donner ses premières caractéristiques. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut, la puissance du Père te couvrira de ton ombre. Pourquoi c'est écrit comme ça? Parce que cette première évolution, l'évolution, ce qu'on appelle le Père, ne va pas descendre jusqu'à l'être humain. Ça sera à l'être humain
de remonter jusqu'au Père, de le choisir. Par contre, cette évolution sera là comme une ombre, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose que l'on va ressentir par intuition, on sent par intuition qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous appelle, mais ça sera à l'être humain d'aller faire le saut pour rejoindre cet appel et l'accepter. Donc te couvrira de son ombre parce qu'il ne va pas se mélanger, il va juste être là, présent, en attendant que cette évolution du Fils va venir le rejoindre. C'est pourquoi le Saint Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Donc vous voyez que dans cette phrase, vous avez l'explication symbolique de cette triple évolution de l'humanité. En d'autres termes, l'évolution monadique, monade qui correspond à l'origine des âmes, en fait c'est dit dans différents plans. Pareil, tous ces termes, je les explique vraiment de manière précise dans d'autres vidéos et je ne peux pas le faire dans celle-ci. L'évolution monadique, comme l'implique le mot, concerne la croissance et le développement en des phases supérieures d'activité des monades en conjonction avec l'évolution intellectuelle, ce qui donne à l'homme l'intelligence et la conscience, et l'évolution physique, représentée par les chayas des pitris lunaires, on va en parler tout à l'heure, comprendre qu'est-ce que cela signifie, autour desquels la nature a formé le corps physique actuel. Donc pour les traditions, notre corps, le corps physique de nos âmes, ce qui nous a donné la conscience pour pouvoir rejoindre justement cet état spirituel, eh bien tout ça c'est issu de trois évolutions. Trois évolutions distinctes se sont réunies et ont formé le corps humain, vont travailler de concert pour créer l'humanité et évoluer ensemble en quelque sorte. Parlons maintenant de ce qui est appelé les sept. Donc dans différentes traditions, dans différentes religions, pour les hindous, ça va être les sept fils d'Aditi, pour les égyptiens, les sept dieux mystérieux, Zoroastre, les sept Amshams-Spence, pour les juifs, les sept séphirotes, pour les chrétiens et les musulmans, les sept archanges, et pour la théosophie, les sept logoi planétaires. Alors Annie Besant nous dit, au niveau de la théosophie, nous les appelons les logoi planétaires parce que ces sept esprits du Soleil ont toujours été identifiés avec les sept planètes sacrées qui sont leur corps physique. Les planètes dans leur forme extérieure sont des globes dont quelques-uns composent notre système solaire, mais leur nature spirituelle est celle des puissants fils d'Aditi qui ont chacun leur maison, c'est-à-dire leur planète gouvernant chacun leur royaume qui est une région définie du système solaire. Alors pour les traditions, tout est conscience. Nous sommes un macrocosme, nous avons une conscience. À l'intérieur de nous, il y a des vies, d'autres vies, qui évoluent à travers nous, qui sont notre microcosme. Mais pour les traditions, nous sommes également le microcosme de quelque chose de plus grand. C'est ça, cette notion de triple évolution. C'est comme si nous étions un peu au milieu. Nous sommes au milieu, il y a au-dessus de nous un macrocosme auquel nous faisons partie, que nous pouvons rejoindre si nous évoluons, et il y a en dessous de nous, en quelque sorte à l'intérieur de nous, d'autres entités que nous faisons évoluer également, qui vont évoluer grâce à nous, en quelque sorte. Et donc c'est ce croisement de ces trois évolutions qui crée la notion d'être humain. Donc ces sept, ça fait partie, ce sont des êtres qui font partie de l'évolution de l'humanité. Alors on pourrait se dire, mais comment croire qu'une planète puisse avoir une conscience? Kepler a dit qu'il comprenait parfaitement que les pythagoriciens aient pu croire que tous les globes disséminés dans l'espace étaient des intelligences douées de raison, circulant autour du Soleil dans lequel réside un pur esprit de feu, source de l'harmonie générale. Donc vous voyez que autant de Pythagore, qui était un très grand scientifique, Kepler aussi, qui est un très grand scientifique, car c'est celui qui a découvert les mécanismes du système solaire, comment celui-ci était structuré. Bien pour lui, c'était pas gênant de penser que les globes pouvaient avoir une conscience. C'est que depuis le XVIIe siècle à peu près que les scientifiques n'ont plus accepté, choisi de donner
notion de conscience à la matière. Ils ont préféré considérer la matière comme quelque chose de mécanique, alors que avant, les scientifiques, tout comme les traditions, considéraient que la matière avait aussi une conscience. Et donc dire qu'un globe a une conscience, dire qu'une planète a une conscience, que tout a une conscience, ça a du sens pour les traditions. Et ce sens n'est plus celui qui est accepté de nos jours par le monde scientifique. C'est intéressant aussi de comprendre la notion de ce qui est écrit dans la Bible, les différents termes utilisés dans la Bible. Le personnage des 4 premiers chapitres de la Genèse, qui est appelé tantôt Dieu, tantôt le Seigneur Dieu, ou simplement le Seigneur, n'est pas une seule et même personne, et certainement ce n'est pas Jéhovah. Ce sont 3 classes ou groupes distincts d'Élohim, appelés Séphiroth, dans la Kabbale. Donc si vous étudiez la Bible, vous verrez par exemple, dans la Genèse 1.1, on vous parle de Dieu créa les cieux et la terre. Dans la Genèse 2.7, on va vous parler du Seigneur Dieu, ou l'Éternel Dieu, ou Yahvé Dieu, suivant les traductions. En fait, c'est la même chose, mais le mot n'est pas traduit de la même manière. Dans la Genèse 4.6, on va vous parler uniquement de la notion de Seigneur, ou Éternel, ou Yahvé. Eh bien, pour Elena Blavatsky, ces 3 termes ne font pas référence au même Dieu, mais font référence à un groupe distinct parmi ces séphirotes, parmi ces 7. Donc ça peut donner une vision différente quand on lit la Bible et qu'on a la compréhension de que ce ne sont pas les mêmes entités qui vont parler à tous les endroits de ce texte. Parlons ensuite de ce que les traditions appellent les 12 hiérarchies qui sont liées au signe du zodiaque. Et le lien entre ces 12 hiérarchies et les 7, c'est que tout simplement les 7, ce sont des planètes qui vont gouverner les signes. Dans l'astrologie, on parle de planètes qui gouvernent les signes. Bien, c'est ce genre de relation qu'il y a entre les 7 et les 12. Mais dans tous les cas, que ce soit ces 12 ou ces 7, ce sont des entités qui font partie, qui ont fait partie en quelque sorte, et qui ont permis l'évolution de l'humanité, qui ont apporté quelque chose dans l'évolution de l'humanité. Au point de l'évolution où nous en sommes parvenus, 5 hiérarchies créatrices sur 12 échappent à la connaissance de nos maîtres les plus avancés. 4 d'entre elles ont atteint la libération, la 5e est sur le point de l'atteindre, de sorte que nous n'avons plus à nous occuper que de 7 hiérarchies. Et ces 7 hiérarchies, il y a, pour les traditions, il y a justement des hiérarchies qui n'ont pas de corps, donc c'est ce qu'on appelle l'état en puissance. D'ailleurs, c'est ce qui vont. Alors, l'état en puissance, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, c'est ce qui va, c'est le dessein en quelque sorte, c'est ce qui va aller après s'incarner plus bas. L'état en puissance, c'est le macrocosme dans lequel se trouve un microcosme. Donc, par rapport à notre humanité, nous faisons partie, la monade humaine font partie de cette 4e hiérarchie. Eh bien, nous sommes le microcosme pour les autres entités qui sont pour nous dans un état en puissance. Et donc ces hiérarchies, va y avoir des hiérarchies. Et donc quand on est quand des entités sont notre macrocosme, c'est toujours dans des états éthérés. C'est comme une pensée en quelque sorte. C'est un potentiel car c'est un dessein qui s'est matérialisé. Nous représentons la matérialisation d'un dessein issu d'un état en puissance. Et cet état en puissance est forcément quelque chose de non matériel. Par contre, cet état en puissance doit se manifester pour se concrétiser. Et pour se concrétiser, eh bien, il va y avoir des êtres qui vont donner toutes les caractéristiques, les différentes parties du corps qui vont servir de véhicule pour rentrer en manifestation. Et certains êtres vont donner le corps physique et d'autres vont donner d'autres caractéristiques. Alors je ne vais pas rentrer en détail dans la datation de l'univers, je le fais dans mes livres. Je vais juste vous donner quelques grandes dates
que j'ai découvert en créant ce calendrier, en fait que je l'ai créé à partir d'indications données dans différentes traditions. Et donc si j'en crois ce calendrier, donc vous pouvez voir tout le détail de cette construction de ce calendrier dans la plupart de mes livres, même les derniers que j'ai écrits, mais également ceux qui parlent des origines. Et également, il y aura une vidéo où je vais le redétailler. Donc pour les traditions, tout est cyclique. Et tout est basé sur le chiffre 7. Il va y avoir, et nous sommes actuellement dans la 4e chaîne planétaire. Donc si on en considère les traditions, ça fait 28 milliards d'années que la première chaîne planétaire, donc le premier système solaire en quelque sorte où l'humanité s'est incarnée, a eu lieu. Et la dernière chaîne planétaire se terminera dans 28 milliards d'années. Quand j'ai conçu ce calendrier, donc je me suis basé sur différentes données que j'ai trouvées dans certains textes des traditions, principalement la doctrine secrète d'Helena Blavatsky. Mais dedans, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais trouver une autre date qui est issue du calendrier tamil. Alors cette date, dans le calendrier tamil, on nous dit que le temps écoulé depuis la première apparition de l'humanité sur notre chaîne planétaire, par contre c'est sur notre chaîne planétaire, là c'est pas dans la chaîne planétaire précédente, les 28 milliards d'années, c'est si on considère les autres chaînes planétaires qui ont précédé notre actuelle chaîne planétaire. Et il faut considérer ces chaînes planétaires, ces évolutions de chaînes planétaires comme un peu de la même manière qu'un être humain va avoir différentes incarnations. Donc c'est un peu la réincarnation d'une chaîne planétaire. Et à chaque incarnation, il y a évolution. On garde ce qui a été travaillé en gros dans les chaînes précédentes et on va tenter à chaque fois comme ça d'évoluer de manière graduelle. Et donc dans ce calendrier, le calendrier tamil parle d'une date que je retrouve exactement dans le calendrier que j'ai construit. Et par contre, cette date n'a pas servi d'hypothèse. C'est pas une hypothèse qui m'a permis de servir, de créer ce calendrier, mais par contre, je retrouve cette date grâce à d'autres indications. Et donc, même si ça ne démontre pas que ce calendrier que je vous montre est forcément juste, ça peut quand même lui donner un début de crédibilité, ou du moins de l'avoir, de le garder sous forme théorique et de potentialité. Le dernier changement aussi eut lieu il y a environ 12 crores, 120 millions d'années, mais la Terre et tout ce qui se trouve sur sa surface était devenu froid, dur et établi dès les périodes antérieures. Ainsi, si nous en croyons l'enseignement ésotérique, il n'y a pas eu de perturbations et de changements géologiques universels depuis 120 millions d'années. Là, c'est pareil, en fait. Quand j'ai conçu ce calendrier, pour les traditions, ce sont des cycles qui sont dans des cycles qui sont dans des cycles. Donc, je ne vous donne pas le détail, mais on voit que là, il y a 120 millions d'années, il y a eu le début d'un cycle qui s'est passé. Et souvent, quand c'est un début ou une fin de cycle, il y a des bouleversements géologiques. Et là, on voit que on retrouve cette date de 120 millions d'années qui correspond à un début d'un nouveau cycle, ou sous-cycle du moins. Alors pour le monde scientifique, le Big Bang a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années. On a vu que pour les traditions, du moins la compréhension que j'en ai, le début de la première chaîne planétaire, c'est il y a 28 milliards d'années. Et puis la dernière chaîne planétaire est censée finir dans 32 milliards d'années. Donc, est-ce que ça veut dire que les traditions ont tort? Ou est-ce que c'est le monde scientifique qui n'a pas forcément encore trouvé la réelle date? Je ne répondrai pas à cette question, je vous laisserai répondre par vous-même, je vous donnerai juste un élément pour que vous puissiez comprendre que cette date de 13,8 milliards d'années n'est pas acceptée par tous les scientifiques. Vous pouvez trouver dans ce magazine d'astrophysique
où on vous parle d'une conséquence plausible d'un univers âgé de quelques 26 milliards d'années. Et là, vous voyez qu'on n'est pas loin des 28 milliards que je vous ai indiqués, que l'on peut déduire du calendrier. Alors pourquoi ces scientifiques ont dit que l'univers devait avoir au moins 26 milliards d'années? Parce que quand ils font des observations de certains amas de galaxies, ils se disent c'est pas possible que l'univers ait 13,8 milliards d'années, car ces galaxies, telles qu'elles sont avancées en quelque sorte, elles ont forcément été créées beaucoup plus, beaucoup plus dans le passé. Et ils en ont déduit que c'était au minimum il y a 26 milliards d'années. Alors, comment s'est conçu un univers? Un univers, c'est une sorte d'unité. Un univers est constitué de voies lactées, de galaxies. Dans ces voies lactées, dans ces galaxies, il va y avoir des constellations. Dans chacune de ces constellations, vous allez avoir des systèmes solaires. Vous allez avoir des lunes qui vont être associées aux planètes et des soleils qui vont donner la lumière à ces planètes. Et également des comètes. Alors pour les traditions, ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas encore forcément compris la raison, mais les comètes jouent un rôle très important dans l'histoire de l'origine de l'univers. On nous enseigne que les caillots, substances du monde, deviennent des vagabonds, comètes, celles-ci des étoiles, et les étoiles, notre soleil et nos planètes, pour dire les choses en bref. Donc en fait, pour les traditions, bien, les astres vont devenir en premier des comètes avant de devenir des étoiles et des soleils. Alors comment on pourrait l'expliquer? J'avoue ne pas avoir forcément cette réponse. Je dirais juste tout simplement que la comète, c'est en quelque sorte une individualité. La comète a fait ce qu'elle veut, elle s'en moque de tout ce qu'il y a autour d'elle. Et par contre, à partir du moment où elle va s'insérer dans un système solaire, et bien là, elle va avoir en quelque sorte une conscience de groupe, où elle va aller se mettre en interaction avec d'autres astres. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce que ça n'a rien à voir? Je vous donne juste mon première hypothèse sur ce sujet. C'est tout simplement, l'être humain c'est pareil, il est une individualité, mais quand il va vouloir évoluer et aller dans le monde spirituel, il va falloir qu'il se mette en conscience de groupe, qu'il ne se croit pas comme étant supérieur aux autres, mais qu'il fait partie d'un groupe et qu'il soit capable de s'unifier avec ce groupe. Alors est-ce que les comètes font ce parallèle dans notre origine de l'univers? Je ne sais pas, c'est juste une hypothèse qui m'est venue à l'idée. La doctrine ésotérique considère les comètes comme des formes d'existence cosmique coordonnées avec des phases plus lointaines de l'évolution nébulaire, et elle attribue réellement à elles surtout la formation de tous les mondes. Alors j'en ai dit quelques mots succinctement tout à l'heure. Pour les traditions, on parle de chaînes planétaires qui sont en quelque sorte l'évolution des systèmes solaires. Et toujours, à chaque fois qu'il y a évolution, il y a toujours 3 étapes de descente, une étape d'équilibre, 3 étapes de remontée. Pour les traditions, nous sommes aujourd'hui dans le plan le plus matériel possible. Car ici, nous sommes dans un état, ce qu'on peut appeler éthéré. Donc toujours un état en puissance qui va aller s'incarner, donc descendre dans la matière. Et puis, petit à petit, tout ce chemin qui a été fait dans la descente va se faire dans la remontée. Pour les traditions également, donc nous sommes dans la 4e chaîne planétaire. Chaque chaîne planétaire, quand elle se termine, il y a en quelque sorte, pas un diplôme à la fin, mais à partir de tous ceux qui ont terminé le cycle, qui ont réalisé complètement ce qu'ils devaient faire durant ce cycle, c'est ce qu'on appelle des maîtres, c'est-à-dire ce sont ceux qui ont maîtrisé tout ce qu'il y avait à comprendre pour la conscience sur ces chaînes planétaires. Et donc ces êtres-là vont être ceux qui vont aller aider les chaînes planétaires qui vont se succéder par la suite.
Et donc là, ce qu'on appelle ceux qui ont terminé en quelque sorte ce cycle, étaient appelés les Asuras. Ceux qui ont terminé cet autre cycle, le deuxième, ce sont appelés les Anishvata. Ceux qui ont terminé le cycle précédent, de la chaîne planétaire précédente, sont appelés les Pitrij Parishad. Et pour les traditions, juste ces êtres-là, ce sont ceux qui vont donner en quelque sorte les corps, créer, façonner les corps dont vont se servir les âmes pour évoluer sur cette chaîne planétaire. Et en quelque sorte, tous ceux vont avoir, qui au fond, quand ils auront terminé cette chaîne planétaire, vont avoir évolué suffisamment, vont avoir maîtrisé, parce qu'un maître, c'est pas quelqu'un qui a un pouvoir, c'est juste quelqu'un qui a maîtrisé tout ce qu'il devait faire sur cette chaîne planétaire. Une chaîne planétaire, il y a en quelque sorte un plan, il y a quelque chose, il y a un dessin, il y a quelque chose à réaliser, il y a des choses à comprendre, il y a des niveaux de conscience à atteindre. Et à partir du moment où quelqu'un maîtrise ces niveaux de conscience et a compris ça, on appelle ça un maître. Donc un maître, c'est pas un gourou, c'est pas quelqu'un qui va vous dire qu'il est meilleur que les autres. Un maître, c'est juste quelqu'un qui a compris et qui a intégré tout ce qu'il devait intégrer dans l'environnement dans lequel il se trouve. Et donc les maîtres de notre chaîne planétaire, ça va être eux qui vont en quelque sorte superviser la chaîne planétaire suivante. Et donc en quelques mots, juste pour vous dire que les Pitrij Barissat pour les traditions, ce sont ceux qui vont avoir donné la partie physique de l'humanité. Ces êtres-là, ce sont ceux qui vont avoir donné la partie intellectuelle qui va permettre de rejoindre justement ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire le Père, c'est-à-dire la spiritualité, permettre de retrouver l'unité originelle, l'état en puissance, comprendre le dessein dans lequel chaque âme se trouve. Parlons maintenant de différentes constellations. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas vous dire que j'ai tout compris, je vais juste vous montrer que certaines constellations semblent avoir un rôle dans nos origines. Et ce rôle reste à détailler. Je vais juste vous donner quelques éléments de réponse. C'est devenu la tâche de la 5e hiérarchie, les êtres mystérieux qui président à la constellation du Capricorne, Makara dans l'Inde ou Crocodile en Égypte, d'animer les formes animales éthérées et vides pour en faire l'homme rationnel. C'est un sujet sur lequel on ne peut dire que peu de choses au public en général. C'est en vérité un mystère, mais seulement pour celui qui est préparé à rejeter l'existence d'êtres spirituels, intellectuels et conscients dans l'univers et à accorder à l'homme seul la pleine conscience et à limiter celle-ci au rôle de fonction cérébrale. Beaucoup de ces entités spirituelles se sont incarnées corporellement dans l'homme depuis sa première apparition et cependant existent encore aussi indépendamment qu'auparavant dans l'infini de l'espace. Donc je vous laisse méditer sur ces propos. Je ne vous explique pas que j'ai tout compris. Tout simplement, la constellation du Capricorne semble avoir un lien avec notre origine. La Grande Ourse aussi. En Irlande, c'était le chariot du roi Arthur. Ainsi que l'appelaient les druides, les Français lui donnèrent le nom de Grand Chariot et de Chariot de David. Au Moyen-Âge, l'Ursa Major était connu, selon les pays, sous les appellations diverses telles que le char d'Élie, le char de Thor, le char d'Odin, le char d'Osiris, le séjour des 7 sages qui entrèrent dans l'arche avec Minos. Voyez, on parle de 7 sages, les 7 de tout à l'heure. Le char de notre Sauveur et la couveuse. Les 7 étoiles de la Grande Ourse sont à l'origine des 7 rayons de notre système solaire. Les 7 Ritchis de la Grande Ourse s'expriment par l'intermédiaire des 7 logoi planétaires. On a vu les 7 de tout à l'heure, les 7 séphirotes, qui sont leurs représentants vis-à-vis desquels ils jouent le rôle de prototype. Donc là aussi, on nous dit dans les traditions que la Grande Ourse a un rôle dans notre origine. Et ce rôle est lié à l'évolution du Père. Donc c'est la partie spirituelle vers laquelle nous allons aspirer est liée à l'évolution de cette grande ours. Ensuite, les Pléiades. Ce sont les 7 Ritchis qui marquent le temps et la durée des événements dans notre cycle vital septénaire. Ils sont aussi mystérieux que leurs épouses supposées, les Pléiades, comme une seule, dont une seule, celle qui se cacha, s'est montrée vertueuse. Les Pléiades, elles sont symboliquement les épouses des 7 étoiles de la Grande Ourse. Pourquoi les épouses?
Parce que la grande ours, on l'a vu, c'est le premier logo, c'est-à-dire l'évolution du Père, dans la triple évolution dont je vous ai parlé tout à l'heure, les Pléiades. Donc ça, c'est la partie état en puissance, en quelque sorte. Et ça, les Pléiades, c'est la partie manifestée, la partie féminine. Pour les traditions, le masculin, c'est l'état en puissance. Le féminin, qui est considéré comme son épouse, c'est l'état en acte, l'état manifesté, la matrice. La mère, c'est la matrice, celle sur laquelle les choses vont être incarnées, vont être manifestées. Ensuite, Sirius a aussi une importance. Sirius est la grande étoile de l'initiation parce que notre hiérarchie, expression du deuxième aspect de la divinité, est sous la surveillance, sous la domination magnétique et spirituelle de la hiérarchie de Sirius. Et là, c'est intéressant aussi de comprendre que depuis des millénaires, les Dogons du Mali possèdent une grande connaissance de l'astronomie. Ils ont toujours affirmé que Sirius avait 2 satellites, Potolo et Emaia. Ils prétendent que notre système solaire est en quelque sorte attaché au système de Sirius et qu'ensemble nous décrivions une double spirale qui trace dans le cosmos une figure qui nous fait aujourd'hui étrangement penser à la structure de notre ADN. Ils racontent aussi que Nomu était l'ancêtre des hommes et qu'il venait d'Emaia. Ils affirment que Potolo est fait d'une des matières les plus denses de l'univers, que le destin de la Terre est intimement lié à celui de Sirius. En 1970, Sirius B, Potolo des Dogons, a été pris en photo. En 1995, les astronomes français Daniel Benest et Jean-Luc Duvant, je suppose, ont publié dans la revue Astronomie et Physique et Astrophysique que grâce aux nouveaux télescopes hyper puissants, ils avaient découvert que Sirius S et Maya existaient bel et bien. Ils ont confirmé la plupart des dires des Dogons, sauf ceux qu'ils ne sont toujours pas capables de vérifier aujourd'hui par manque de moyens techniques. Quelques années auparavant, d'autres astronomes avaient découvert que notre système solaire était bel et bien lié par un lien fixe invisible avec le système de Sirius et qu'ensemble nous tracions dans l'espace une spirale identique à celle d'une molécule d'ADN. Donc là, comment des Dogons du Mali, qui n'ont aucun télescope, qui n'ont aucune technologie avancée, ont-ils pu avoir des connaissances que les scientifiques n'ont pu démontrer qu'il y a une quarantaine d'années? Donc Sirius, c'est lié à notre évolution, l'évolution du Fils qui est en fait l'évolution de nos âmes. Donc quelque part, Sirius, il y a un lien. Sirius, il y a un lien dans l'histoire de l'humanité. Et ce lien, bien, on sent que les Dogons du Mali ont été en contact avec des êtres de Sirius qui ont dû leur expliquer certaines choses. Mais c'est pas un hasard si ce sont des êtres de Sirius qui sont venus leur expliquer, parce que dans les origines, c'est vraiment Sirius qui est lié à l'évolution de l'âme humaine. Il y a également Orion. En 10 450 avant Jésus-Christ, à cette date seulement, nous constatons que la disposition des pyramides au sol, c'est-à-dire des pyramides de Gizeh en Égypte, reflète parfaitement celle des étoiles de la ceinture d'Orion. La ceinture d'Orion, c'est celle-ci. On voit qu'il y a 3 étoiles qui représentent exactement l'alignement des pyramides d'Égypte. Cette adéquation ne peut être due au hasard dans la mesure où le dessin au sol décrit très précisément 2 événements célestes très inhabituels qui eurent lieu seulement à cette époque. Premièrement, la Voie lactée telle qu'on la voyait de Gizeh en 10 450 avant Jésus-Christ reproduisait alors exactement l'axe méridien de la vallée du Nil. Deuxièmement, à l'ouest de la Voie lactée, les 3 étoiles de la ceinture d'Orion se trouvaient à l'altitude la plus basse de leur cycle précessionnel. Ils voulaient peut-être commémorer le début du cycle précessionnel précédent. Alors pourquoi les pyramides d'Égypte ont-elles été bâties avec un alignement similaire à celui de la ceinture d'Orion? Est-ce qu'il y a un lien avec la précession des équinoxes? La précession des équinoxes, c'est le fait que la Terre est un peu courbée, et donc ce qui fait que dans le temps, elle fait un cycle qu'on appelle la précession des équinoxes, qui dure presque 26 000 ans. L'année sidérale qui est égale à 25 868 de nos années solaires. Le bonheur
et le malheur des nations se rattache intimement au début à la fin de ce cycle sidéral. Vous voyez, je vous ai dit que dans certains cycles, quand ils se terminent, quand ils commencent, eh bien, il y a certainement des fois, il y a des choses qui se passent à ces moments-là, et il y a des changements, des bouleversements cosmiques à ces moments-là. La science exacte ne lui apprend rien de ce qui s'est passé il y a environ 10 000 ans. Il peut se consoler par la connaissance du sort dont chacune des nations modernes qu'il connaît jouira dans 16 000 ans environ. Donc étant donné qu'il y a 10 000 ans, il y a eu quelque chose qui s'est passé, un assez grand bouleversement, eh bien, on peut en déduire que dans 16 000 ans, il y aura également un bouleversement qui risque de se produire. Il y a une interview de Gary David que vous pouvez trouver sur internet. Alors j'ai enlevé le lien parce que quand j'avais écrit mon livre en 2010, il y avait un lien sur internet mais qui n'existe plus aujourd'hui. Alors quand j'avais refait des recherches il y a quelques temps, j'avais vu que ça n'existait plus en français mais que vous pouviez trouver exactement cette interview en espagnol, je crois. Donc là j'ai pas mis de lien, mais si vous recherchez, normalement vous devrez être capable de retrouver cette interview quelque part, sauf si ça a été depuis enlevé. Ça remonte à juillet 1997. Je venais juste d'achever la lecture de The Orient Mystérieux de Robert Bauval et Adrien Gilbert. En résumé, les auteurs de ce livre y affirment que les 3 grandes pyramides de Gizeh sont alignées sur les 3 étoiles du baudrier d'Orion. J'avais encore leur théorie en tête pendant que je regardais distraitement les 3 mésas équidistantes sur lesquelles les Hopis avaient construit leur village en dur environ en 1100 après Jésus-Christ. Je me demandais si ces pueblos ne formaient pas eux aussi un alignement avec la ceinture d'Orion, et si le plateau désolé du Colorado ne cachait pas une autre relation terre-ciel. En revenant chez moi, j'ai sorti mes cartes ainsi que la carte du ciel et je les ai comparées. Ce que j'ai trouvé m'a stupéfié. À chaque pueblo ou ruine d'un ancien village Hopi correspondait une étoile majeure de la constellation. La Terre reflétait le ciel avec une perfection troublante. Cette première constatation m'a emmené de découverte en découverte pendant presque 10 ans. Le sens de cette relation entre les villages Hopi et Arizona de la constellation d'Orion s'explique par la multiplicité même des alignements tertiels disséminés autour du globe. Ces reflets sur Terre de la constellation d'Orion se retrouvent non seulement en Arizona et en Égypte, mais aussi en Afrique du Sud, en Italie, en Écosse et ailleurs. La dispersion de ces modèles célestes sur Terre ne peut s'expliquer que par l'existence d'une culture maritime précolombienne ou même antédiluvienne qui a répandu ce concept du reflet tertiel à une échelle planétaire. Nous sommes en quelque sorte les témoins d'un hommage mondial à Orion qui a été propagé voici longtemps par une seule et même intelligence. Ces alignements avec la constellation d'Orion sont très certainement l'héritage d'une sorte de super civilisation perdue ou peut-être un message venant des étoiles. Donc vous voyez, là aussi nous avons des archéologues qui se sont rendus compte qu'il y avait des coïncidences troublantes entre les constructions qui sont faites sur Terre et la ceinture d'Orion. Alice Bailey nous dit l'ancien nom d'Orion est les 3 rois, à cause des 3 splendides étoiles qui se trouvent dans la ceinture d'Orion. Les 3 rois représentent les 3 aspects divins, volonté, amour, intelligence. Orion symbolise par conséquent l'esprit. Le nom d'Orion signifie littéralement éclatement de la lumière. Donc, volonté, amour, intelligence, ce sont les 3 principaux rayons dont parlent les traditions. Rayons qui sont des informations. Le premier rayon et qui sont liés aussi à cette triple évolution. La volonté, c'est l'évolution, c'est l'aspect du Père. L'amour, sagesse, c'est l'aspect du Fils. Et l'intelligence active, c'est l'aspect... l'amour, sagesse, c'est l'aspect du Fils. Et l'amour, sagesse, l'intelligence active, c'est l'aspect de l'évolution du Saint-Esprit ou de la Mère. Parlons maintenant des 7 civilisations ou 7 races dont nous parlent les traditions. Donc pour les traditions, en fait, c'est simple, tout est cyclique, tout est basé sur le 7. Et comme on l'a vu pour l'évolution des chaînes planétaires, eh bien, c'est pareil pour les civilisations ou races, il y a toujours 3 étapes de descente, une étape d'équilibre, 3 étapes de remontée. Et toujours pareil, ça se fait du l'état
non dense, éthéré, c'est parce que c'est un état en puissance, comme une pensée, qui va aller se manifester et donc s'incarner et donc descendre progressivement dans la matière, se cristalliser, puis ensuite ça va aller remonter pour se rééthériser. Pour les traditions, parmi ces 7 civilisations, il y a ce qu'on appelle des sous-races pré-adamiques. Pré-adamique, ça veut dire que c'est avant que l'humanité devienne triple et donc que l'être humain soit réellement puisse être réellement considéré comme un être humain, c'est-à-dire le croisement de 3 évolutions. Donc c'est à partir de ce moment-là où l'être humain va avoir ce qu'on appelle l'individualité et va pouvoir évoluer et remonter. En quelque sorte aussi, pour les traditions, il y a toujours descente dans la matière de manière plus ou moins inconsciente parce qu'il n'y a pas individualité. Et par contre, à partir du moment où il y a individualité, eh bien la remontée va devoir se faire de manière consciente. Donc la remontée, eh bien, il va falloir conscientiser tout ce qui a été fait dans le monde descente, qui a été fait sans quelque part en mode téléguidé, en quelque sorte. Alors, les traditions nous parlent de première civilisation autogénérée, car sans parents humains. Cette fois, 7 ombres d'hommes futurs, naquirent, chacune de sa propre couleur et de sa propre espèce, chacun inférieur à son père. Les pères, les sans os parce que c'était des états éthérés, c'était des états, ce qu'on pourrait appeler astral, des êtres qui sont dans un corps astral. Les sans-os ne pouvaient donner la vie à des êtres pourvus d'os. Leurs descendants furent des bhutas. Des bhutas, c'est des formes, en quelque sorte des ombres, sans forme ni mentale. C'est pourquoi on les appela la race Shaya. Les seigneurs de la Lune, les Parishat Pitris, on l'a vu, ce sont ceux qui ont terminé la chaîne planétaire précédente, qui ont maîtrisé cette chaîne planétaire, et donc qui sont là pour superviser notre chaîne planétaire actuelle. Descendant sur la terre impérissable, séparent de leur propre corps éthérique un chaya ou ombre, un germe de vie qui contient en lui les potentialités de développement en une forme humaine. Par un effort de la volonté, ils dédoublèrent leur propre corps éthérique. En fait, ils matérialisèrent un double éthérique additionnel qui le rendent permanent et quitte ensuite. Donc en quelque sorte, les corps ont été formés à partir de ce qu'on appelle cette ombre, ces chayas, donnés par ces êtres qui ont terminé l'évolution précédente. Et Blavatsky nous dit « L'évolution de l'homme physiologique au sein des races astrales des débuts de l'époque lémurienne, les périodes jurassiques de la géologie, est exactement reproduite par la matérialisation des esprits. » Un point d'interrogation parce que c'est absolument pas ça. Au cours des séances. Dans le cas de Cathy King, du professeur William Crookes, la présence d'un mécanisme physiologique, cœur, poumon, etc., fut démontrée d'une manière indubitable. Il y a eu une expérience avec Cathy King où, pendant des séances spirites où il y a eu justement manifestation, où il y a eu une création en quelque sorte une espèce d'ombre qui peut rappeler la manière dont les êtres ont été créés à l'origine, d'après ce que nous disent les traditions. C'est-à-dire, c'est en gros des êtres vont projeter une partie de leur corps astral, et cette partie de leur corps astral va ensuite être utilisée comme véhicule par d'autres êtres pour leur servir de véhicule et pour qu'ils leur permettent d'évoluer. Tous les explorateurs des régions arctiques soupçonnent l'existence d'un continent ou d'une île sèche au-delà de la région des glaces éternelles. Peut-être que maintenant le passage suivant de l'un des commentaires pourra sembler plus clair. Lors des premiers débuts de la vie humaine, l'unique terre sèche se trouvait à l'extrémité droite de la sphère, là où le globe est immobile. La terre tout entière était un vaste désert liquide et les eaux étaient tièdes. Là naquit l'homme sur les 7 zones de la partie immortelle, de la partie indestructible du Mont Vantara. Mont Vantara, c'est le cycle, en fait, c'est un cycle, parce que pour les traditions, chaque cycle est supervisé par ce qu'ils appellent un Manu. Et donc le Mont Vantara, c'est la durée d'un cycle.
qui peut avoir différentes durées, justement parce qu'il y a des cycles dans des sous-cycles, etc. Un éternel printemps régnait dans les ténèbres. 3 continents seulement submergés ou détruits autrement, car le premier continent de la première race existe jusqu'à présent et durera jusqu'à la fin, sont décrits dans la doctrine occulte. Alors on pourrait se dire, mais comment un continent peut-il ne pas être détruit? Comment peut-il être indestructible? Le 3 août, le docteur Fridtjof Nansen, en ayant perdu son chemin, atteignit l'intérieur de la Terre. Il fut surpris par la température élevée et encore plus lorsqu'il découvrit la piste d'un renard. Après cela, il arrêta son avancée et fit demi-tour. Le capitaine David Bunger, 1947, aux commandes d'un des 6 grands appareils de transport utilisés par la marine américaine pour l'opération High Jump, après avoir quitté la base de Shackleton, près de la côte de la Reine-Marie dans la terre de Wilkes, vola vers l'intérieur du continent antarctique. À 6 km du littoral, il aperçut une région sans glace avec des lacs. Et ça, au niveau du pôle. Le contre-amiral Richard Byrd, en 1947, de la marine des États-Unis, en explorant l'Arctique, y trouva un climat chaud, des forêts, des montagnes, des lacs, une végétation verte et même des traces de vie animale. Comment on peut trouver tout ça? Comment les explorateurs ont-ils pu voir tout ça au niveau des pôles? Ainsi, on nous enseigne que les hommes vécurent jusqu'à la fin de la troisième race racine lorsqu'un printemps éternel régnait sur le globe entier, comme en jouissent aujourd'hui les habitants de Jupiter, monde qui, suivant l'expression de M. Camille Flammarion, n'est pas soumis comme le nôtre aux vicissitudes des saisons ou aux brusques changements de température, mais jouit de tous les trésors d'un éternel printemps. On voit Camille Flammarion, dans La pluralité des monadités, nous parle de cet éternel printemps. Les astronomes, qui maintiennent que Jupiter est en état de fusion dans le sens que nous donnons à ce terme, sont invités à régler leurs différends avec ce savant astronome français. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que cette première race est indestructible? On pourrait dire que la première race racine ayant fait son apparition 300 millions d'années après que la végétation eut évolué, le germe de la vie végétale ne pouvait se trouver dans la première race. Cela se pouvait, dirons-nous, car jusqu'au moment de l'apparition de l'homme, durant cette ronde, la végétation était toute différente de ce qu'elle est aujourd'hui et était tout à fait éthérée. Pour la raison bien simple que les herbes et les plantes n'auraient pas pu être physiques avant qu'il n'y eût des animaux ou d'autres organismes pour exhaler l'acide carbonique que la végétation doit absorber pour se développer, se nourrir et croître. Ils dépendent les uns des autres dans leur forme physique achevée. Vous voyez que là, les traditions nous parlent que cette première civilisation était dans un état éthéré. Et c'est pour ça qu'elle est indestructible. Ça ne correspond pas au plan astral, à ma compréhension, ça correspond au plan éthérique. Et ce plan éthérique peut être perçu dans certaines conditions, et c'est ce qu'ont aperçu ceux qui ont justement été visiter ces pôles. Alors que certaines conditions peuvent faire que on puisse voir passer de ce plan physique au plan éthérique qui est juste à côté. Et ce plan éthérique est indestructible car il n'est pas justement physique, il n'est pas encore totalement matérialisé. Et ce que nous disent les traditions, c'est que, eh bien, justement, on ne peut pas, c'est impossible de décrire, d'expliquer comment le monde physique puisse être créé, car dans le monde physique, tout est interconnecté. Par contre, dans les plans éthérés au-dessus, eh bien, les caractéristiques sont totalement différentes. C'est de la même manière que, en quelque sorte, dans un état en acte, nous sommes, cela correspond à la manifestation de ce que la science va appeler la relativité générale, ou du moins où on connaît toutes les choses physiques, c'est-à-dire la matière, elle est là, elle est à un endroit, elle a un temps prédéterminé, elle a certaines caractéristiques, mais alors que l'état en puissance peut être considéré comme ce qu'on appelle la mécanique quantique. Dans le vide quantique, eh bien, une particule peut être à plusieurs endroits en même temps, peut être dans plusieurs temps
différent. Toutes les caractéristiques sont totalement différentes dans le monde quantique et ce monde quantique correspond à cet état éthéré. Plus on remonte dans les états, plus on change d'état, plus on va dans des caractéristiques qui nous sont décrites dans le monde quantique et non pas dans le monde physique. Et c'est comme ça que les traditions nous expliquent qu'il peut y avoir eu de la nature qui a été formée, sauf qu'elle a été formée sous forme de potentialité dans le monde quantique et ne s'est manifestée que quand elle est rentrée dans la manifestation physique. Alors les hommes pouvaient-ils exister il y a 18 millions d'années? Parce que pour les traditions, la première humanité a existé il y a 18 millions d'années. La réponse de l'occultisme est affirmative en dépit de toutes les objections des savants. De plus, cette durée ne comprend que l'homme de Vevasta Manu, c'est-à-dire l'entité mâle et femelle déjà séparée en deux sexes distincts. Car pour les traditions, avant que l'être humain soit séparé en sexes distincts, eh bien, il était l'embryon d'un être humain en quelque sorte et n'avait pas cette division sexuée. Les deux races ennemies qui précédèrent cet événement peuvent avoir vécu il y a 300 millions d'années, malgré tout ce que peut dire la science. En effet, les difficultés géologiques et physiques que soulève cette théorie ne pouvaient exister pour l'homme primordial éthéré des enseignements occultes. Donc c'est ça qui est important à comprendre, c'est que les premières races, civilisations n'étaient pas dans un monde physique. Et donc les caractéristiques physiques, on ne peut pas dire que ça n'est pas possible, parce que la Terre n'était pas prête pour accueillir, oui, la Terre n'était pas prête pour accueillir des entités physiques, mais l'origine de l'humanité n'est pas physique, et dans des corps éthérés. Et donc là, il n'y a aucune interdiction que cela puisse être au moins accepté comme une hypothèse. Parlons ensuite de la deuxième civilisation, race appelée les Hyperborées. La terre des Hyperboréens formait un fer à cheval autour du continent polaire. Elle comprenait tout le nord de l'Europe, de l'Angleterre, de l'Écosse, enfin toutes les terres nordiques de la Bretagne, qui de nos jours existent encore, mais pas toutefois dans leur totalité. Quand les temps furent mûrs pour l'apparition de la deuxième race, les esprits de la nature construisirent autour des Shayas des particules de matière plus dense formant de l'extérieur une sorte de coque plus rigide, et l'extérieur du premier devint l'intérieur du second. Ainsi, imperceptiblement, la première race s'évanouit, se fondit dans la deuxième race, se transformant en cette dernière. Le Shaya, l'unique corps de la première race, devient le double éthérique de la seconde. Pendant l'existence de la Lémurie et à peu près au milieu du développement de ces races survinrent des grands changements de climat qui détruisit le restant de la seconde race et sa progéniture, la troisième race primitive. Donc pour les traditions, là nous sommes également dans cette deuxième race. Deuxième civilisation, c'est encore un embryon. C'est juste en quelque sorte les corps des êtres humains, qu'on va appeler corps astral, etc., qui s'emboîtent les uns dans les autres, corps éthériques, qui s'emboîtent les uns dans les autres, pour après permettre de véhiculer des entités conscientes. Troisième civilisation appelée Lémurie. Et là, il y a qui va être, là, à partir de ce moment-là, le berceau de la race humaine physique, alors qu'avant, on a vu que nous ne sommes pas dans le plan physique. Et là, il faut distinguer plusieurs Lémuries. Gondwana, la grande Lémurie, était très grand. Il était situé dans l'Antarctique, une grande partie de l'océan Pacifique et de l'océan Indien, en Amérique du Sud, en Afrique centrale et méridionale et en Inde du Sud. La Lémurie était située dans l'océan Indien. Madagascar, une partie de l'Afrique et le Décan en sont un témoin géologique. Mu était situé dans l'océan Pacifique. L'île de Pâques et la Californie en sont des vestiges. Mu et Lémurie sont les vestiges de Gondwana qui a été démantelé par des cataclysmes. Alors quelle a été l'origine de ce nom Lémurie? En 1830, le zoologiste anglais Slatters s'est demandé comment les lémures, ordre inférieur de primates, ont fait pour se trouver à la fois à Madagascar et en Malaisie, car ils ne pouvaient pas avoir traversé l'océan Indien à la nage. Une seule hypothèse était possible selon lui, l'existence d'un continent disparu auquel il donna le nom de Lémurie. Vous voyez, pour lui, comme il a vu des caractéristiques des êtres qui étaient semblables des deux côtés de l'océan, forcément c'est qu'à un moment donné, cet océan, il y avait une terre qui permettait de rejoindre les deux parties de cet océan.
Il ne faut pas oublier que la Lémurie, qui servit de berceau à la troisième race racine, occupait non seulement une vaste zone de l'océan Pacifique et l'océan Indien, mais encore s'étendait en forme de fer à cheval au-delà de Madagascar, contournait l'Afrique du Sud, qui n'était alors qu'un simple fragment en voie de formation, et atteignait la Norvège à travers l'océan Atlantique. Donc vous voyez, quand on parle de Lémurie, elle est située à différents endroits et il y a eu différentes destructions, et c'est sur une très très longue période de temps. Après avoir passé par tous les règnes de la nature durant les 3 rondes précédentes, sa charpente physique adaptée aux conditions thermiques de ces périodes était prête à recevoir le divin pèlerin à l'aurore de la vie humaine, c'est-à-dire il y a environ 18 millions d'années. Voilà, une des rares dates que nous donnent les traditions, c'est qu'il y a 18 millions d'années, c'est là où il y a croisement de 3 évolutions, où l'être humain commence à être considéré comme un être humain, en quelque sorte. Avant, c'est juste ces corps, ces véhicules commencent à être construits pour permettre l'arrivée, l'incarnation de l'être humain, donc de ce croisement de 3 évolutions. L'humain, anatomiquement moderne, est apparu dans la chronique des fossiles de la Terre il y a environ 200 000 ans. Et depuis le premier homme, nous n'avons pas changé. Donc ça, c'est ce que nous disent les scientifiques de nos jours. Ils nous parlent de 200 000 ans. Les traditions, elles nous parlent de 18 millions d'années pour l'incarnation physique. Alors ce que nous dit Elena Blavatsky, c'est que les matérialistes qui ont une tendance à faire fi de la théorie de l'homme soi existant, de l'homme céleste autogénéré représenté comme un âme astrale éthérée, doivent pardonner même à un apprenti de l'occultisme de rire à son tour de quelques-unes des spéculations de la pensée moderne, après avoir très savamment prouvé que le fragment primitif de protoplasme, la monère, n'est ni un animal ni une plante, mais l'un et l'autre, et qu'il n'a aucun ancêtre parmi eux, puisque c'est cette monère qui sert de point de départ à toute existence organisée. On finit par nous dire que les monères sont leurs propres ancêtres. C'est peut-être très scientifique, mais c'est aussi très métaphysique. C'est les mêmes trop, même pour l'occultisme. Toutes les personnes dépourvues de préjugés préféreront croire que l'humanité primordiale avait d'abord une forme éthérée, ou si l'on préfère une énorme forme filamenteuse ressemblant à de la gelée, évoluée par des dieux ou des forces naturelles qui se condensa, se matérialisa au cours de millions d'âges et devint gigantesque dans son impulsion et sa tendance physique, jusqu'au moment où elle acquit de la stabilité dans l'énorme forme physique de l'homme de la 4e race, plutôt que de croire qu'il a été créé du limon de la terre ou qu'il descend d'un ancêtre anthropoïde inconnu. Et donc là, les traditions nous disent également que l'homme du chapitre 1, quand on parle de la Genèse nous parle de 2 Adams, en quelque sorte, qui sont distincts. L'homme du chapitre 1 est radicalement différent de l'Adam du chapitre 2. Le premier fut créé mâle et femelle, bisexué, et à l'image de Dieu. Et le second, selon le verset 7, a été formé de la poussière du sol, pour ne devenir une âme vivante que lorsque le Seigneur Dieu insuffla la vie dans ses narines. Le second Adam, soit la première race créée, n'était pas de nature triple. C'est ce que je vous ai dit précédemment, c'est que la première race, c'était un embryon de ce qu'on peut appeler l'être humain. Il n'était pas constitué d'une âme, d'un esprit et d'un corps, mais d'éléments astraux sublimés. Par contre, à partir du moment où la Genèse nous parle de Dieu créa l'homme à son image, là, ça devient une individualité qui est justement à l'image de Dieu et devient, c'est là qu'on peut parler d'humanité, car il y a la rencontre avec l'évolution du premier logos, l'évolution du Père, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans la doctrine secrète, on parle des seigneurs de la flamme comme projetant l'étincelle dans les hommes sans mental, éveillant en eux l'intelligence. Cette expression assez bizarre ne devra pas nous induire en erreur en nous laissant supposer qu'ils ont projeté une partie d'eux-mêmes dans les corps humains. Ils agirent plutôt comme une sorte de stimulant magnétique. Ils brillaient sur les hommes comme le soleil sur les fleurs et les attiraient à eux. Vous voyez, toujours, on l'a vu au début, le Père, cette influence spirituelle, ne va jamais toucher l'être humain, la caractéristique. Par contre, elle va rester sous forme de quelque chose qu'il va falloir que l'être humain aille rechercher. Donc ça va être quelque chose qui va attirer, mais pas toucher. Il va falloir que l'être humain choisisse d'aller
de remonter vers ce qu'il ressent, leur permettant ainsi de développer l'étincelle latente et de s'individualiser. En d'autres mots, ils stimulèrent à tel point les germes de vie mentale que ceux-ci s'épanouirent. Il s'ensuivit la grande effusion qui s'effectua sur la monade et que nous appelons la troisième vague de vie, produisant la formation du corps causal, la naissance ou la descente de l'ego. Pour tous ceux qui étaient sortis du règne animal, la réponse fut tellement instantanée qu'elle donna lieu à l'expression que les seigneurs de la flamme donnèrent ou projetèrent l'étincelle mentale. Mais cette étincelle ne fut pas donnée, ils ne furent plutôt jaillir la flamme. Ce don consistait en la vivification du germe déjà présent dans l'humanité naissance, l'effet d'un rayon du soleil sur une graine et non le don d'une graine. Donc ça a permis, l'être humain avait des choses latentes en lui et ça a permis d'éveiller et de rendre actifs ces choses qui étaient avant que latentes mais qui n'étaient pas activées. Quelque sorte. Les seigneurs de Vénus permirent ainsi à des millions d'entités de devenir humaines. Sans leur influence, ces entités se seraient encore trouvées dans le règne animal, car sur le globe terrestre, dans la 4e ronde, on s'est écarté de ce que nous pourrions appeler la méthode évolutive directe, interruption curieuse dans l'ordre régulier et méthodique des choses. Ceci étant le point central de l'évolution, marqua le dernier moment où il fut possible aux membres de ce qui avait été le règne animal lunaire d'atteindre l'individualisation. On fit donc un violent effort, un arrangement spécial pour offrir une dernière chance au plus grand nombre possible. C'est la force qui provoque la fusion ou intégration de la personnalité, l'union de la personnalité et de l'âme, l'unification de l'humanité ou encore la grande approche de la hiérarchie vers l'humanité. Au moyen de la première grande approche à l'époque lémurienne, lorsque la race des hommes s'individualisa, individualité c'est justement à partir du moment où l'être humain était à l'égard de Dieu, à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il était capable d'être une unité par lui-même. Seuls les membres de la hiérarchie qui approchaient avaient quelque connaissance de ce dessein. Ceux qui étaient approchés enregistraient vaguement une impulsion grandissante de s'élever vers les choses meilleures. L'aspiration était née, une aspiration consciente, si un tel mot peut être employé à propos de du vague désir de l'homme animal. Aujourd'hui, le progrès accompli par les effets de l'évolution est tel que beaucoup de gens peuvent enregistrer consciemment l'influence de l'âme et l'approche graduelle de la hiérarchie, et ils les enregistrent. La mutilation d'Ouranos par son fils Chronos, qui le condamne ainsi à la puissance, n'a jamais été comprise par les mythographes modernes. C'est pourtant très clair. Et comme il était universel, ce mythe doit avoir caché une grande idée abstraite et philosophique, aujourd'hui perdue par nos sages modernes. Ce châtiment marque en vérité, dans l'allégorie, une nouvelle période, une seconde phase dans le développement de la création. Ouranos chercha à entraver ce développement ou cette évolution naturelle en exterminant tous ses enfants aussitôt qu'ils naissaient. C'est une allusion aux efforts infructueux de la terre ou de la nature pour créer seuls de véritables hommes humains. Le temps engloutit son œuvre infructueuse. On montre donc que la nature physique a échoué lorsqu'elle a été livrée à elle-même pour procéder à la création de l'animal et de l'homme. Elle peut créer les deux premiers règnes ainsi que celui des animaux inférieurs. Mais lorsqu'elle en arrive à l'homme, l'intervention de puissance spirituelle, indépendante et intelligente devient nécessaire pour assurer sa création. Donc vous voyez là, pour les traditions, une évolution ne peut pas permettre de créer une entité consciente. Il faut que d'autres entités conscientes interviennent pour aider cette évolution et la rendre consciente. Activer du moins tout ce qui est en elle à l'état latent et l'activer. En dehors des vêtements de peau et du souffle de vie animale, les monades humaines des rondes précédentes ont besoin de quelque chose de supérieur aux matériaux purement physiques pour édifier leur personnalité, sous peine de rester en dessous même d'un animal à la Frankenstein. Alors il y a plusieurs civilisations qui sont des traces de la troisième civilisation. Par exemple, l'île de Pâques appartient au début de la civilisation de la troisième race. Il émergea intact avec son volcan et ses statues comme un témoin permanent de l'existence de la Lémurie.
La civilisation primordiale des Lémuriens ne se développa pas, comme l'on pourrait le croire, immédiatement après leur transformation physiologique. Entre l'époque de l'évolution physiologique finale et celle de la construction de la première ville, il s'écoula des centaines de milliers d'années. Nous n'en voyons pas moins les Lémuriens construire avec des pierres et de la lave leur première ville rocheuse durant le cours de leur 6e sous-race. Une des grandes cités de structures primitives était entièrement bâtie avec de la lave et quelques 30 milles à l'ouest de l'endroit où l'île de Pâques étale aujourd'hui son étroite bande de terre stérile, et cette cité fut totalement détruite par une série d'éruptions volcaniques. Les plus antiques vestiges de construction cyclopéenne sont tous l'œuvre des dernières sous-races des Lémuriens, et un occultiste ne témoigne aucune surprise en apprenant que les ruines de pierre qui ont été découvertes par le capitaine Cook sur le lambeau de terre que l'on appelle l'île de Pâques ressemblent beaucoup aux murs du temple de Pachacamac et aux ruines de Tiahuanaco au Pérou. Toutefois, les premières grandes villes furent construites dans la partie du continent connue aujourd'hui sous le nom d'île de Madagascar. Dans ces temps-là, il y avait, comme aujourd'hui, des peuples civilisés et des sauvages. On dit que quelques-unes des tribus australiennes représentent tout ce qui reste des derniers descendants de la troisième. Pour James Schwarzwald, parle de documentation complète que j'ai découverte grâce aux tablettes sacrées de l'Inde. Il parle de toute cette étrange nation de 64 millions d'habitants qui, il y a 50 000 ans, avait fondé une civilisation supérieure à la nôtre par bien des côtés. En les classant dans le bon ordre, les tablettes commencent ainsi. À l'origine, l'univers n'était qu'une âme ou esprit. Tout était inanimé, sans vie, calme, silencieux, sourd. L'immensité de l'espace était néant et ténèbres. Seul l'Esprit suprême, le grand pouvoir, le Créateur, le serpent à 7 têtes, toujours ce 7, existait dans cet abîme de ténèbres. Le désir lui vint de créer les mondes et il créa des mondes. Et le désir lui vint de créer la terre, habitée d'êtres vivants, et il créa la terre de tout ce qu'elle contient. Transformation d'un état en puissance à un état en acte. Les 7 intelligences superlatives du serpent à 7 têtes donnèrent 7 commandements. Les 7 commandements indiquent sans aucun doute 7 différentes périodes. Les tablettes n'indiquent pas le temps qu'a demandé la création, il est simplement déclaré que la Terre a été créée en 7 périodes de temps. Mais la ressemblance entre le début des tablettes nahakal et la Genèse est remarquable, tout comme sont remarquables les divergences avec la Bible qui viennent ensuite. Les renseignements et les textes basés sur l'ancienneté du manuscrit de Troano établirent que la terre de Mu a existé jusqu'au tout début historique, c'est-à-dire jusqu'à environ 12 000 à 12 500 ans de nous. Sur ce seul continent marqué en noir, que l'on voit ici sur cette première carte, naquit toute la civilisation humaine et probablement là aussi fut le début de toutes les créatures qui vivent hors de l'eau et sur l'eau. Cet ancien continent, maintenant appelé Lémurie, mais qui eut d'autres noms dans les temps passés, fut également le berceau de la race humaine et le jardin d'Éden originel. Nous trouvons que le premier et plus considérable changement qui se produisit est celui montré sur la carte numéro 2. Partant d'abord vers environ 140 degrés de longitude est, la partie du continent de Lémurie reliée à l'Asie et à l'Afrique commence à s'enfoncer lentement, suffisamment pour être dépecée en îles marécageuses. D'autres parties s'immergèrent et firent le continent de Lémurie, un continent beaucoup plus petit situé entièrement dans l'océan Pacifique et touchant quelques-unes des îles actuelles proches du littoral de l'Asie. Il y a environ 75 000 ans, le continent marqué en noir sur la carte numéro 2 commença à dériver et à se séparer du reste de l'Europe et de l'Afrique. Et il y a environ 50 000 ans, d'autres très importants changements furent enregistrés par ceux qui faisaient des rapports officiels ou écrivaient des textes durables de toutes sortes. Nous trouvons qu'alors la surface de la Terre était très semblable à ce que montre la carte numéro 3. Alors vous voyez, chaque civilisation a eu une très grande durée et beaucoup de destruction, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, n'était pas forcément à un seul endroit et il y a eu beaucoup de modifications géologiques au cours de ces civilisations. On nous dit qu'après la destruction de la Lémurie par les feux souterrains, la taille des hommes alla sans cesse en décroissant, processus qui avait déjà commencé après leur chute
physique, et qu'elle finit quelques millions d'années plus tard par être réduite à 6 ou 7 pieds et par arriver, comme chez les plus anciennes races asiatiques, plus près de 5 pieds que de 6. H.P. Blavatsky dit que les statues de Bamiyan, donc ce sont des statues qui se trouvent en Afghanistan, au nombre de 5, sont l'œuvre d'initiés de la 4e race, et qu'elles représentent la diminution progressive des 5 races. Donc là, on voit que chacune de ces statues avait des tailles différentes. Ces statues ont été recouvertes de plâtre et modelées à nouveau pour représenter Bouddha, mais les figures primitives taillées dans le roc précèdent de bien des siècles l'âge de Bouddha. Alors aujourd'hui, ces statues ont été détruites, je crois il y a une dizaine d'années ou maximum 20 ans. Je pense plus près de 10 ans que de 20. Mais ces statues, pour les traditions, donc représentent le fait que primitivement, déjà la Terre était un peu plus éthérée, donc il y avait moins de pression en quelque sorte, moins de densité, et donc les êtres étaient plus grands, avaient des formes plus grandes, et puis par contre, plus la densité est arrivée, plus les tailles des êtres humains ont diminué. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de traditions qui vous parlent de géants. Le docteur Louis Burkhalter, qui représentait autrefois la France dans les congrès de préhistoire, écrivait en 1950 dans la revue du musée de Beyrouth: « Nous montrerons clairement que l'existence d'une race d'hommes gigantesque dans la période Akhenléenne, de moins 1 760 000 à moins 200 000 ans, doit être considérée dès à présent comme prouvée scientifiquement. 3 découvertes au moins indiquent l'existence dans le passé d'une race de géants. Le géant de Java, le géant de la Chine du Sud, le géant du Transvaal. » Vous voyez que ces auteurs, à l'époque, pour eux, c'était une évidence qu'il y a eu des géants dans le passé. Alors maintenant, parlons de l'évolution des espèces, qui est théorie qui a été mise par Darwin. Alors il y a une espèce. Une espèce va être confrontée à un environnement, et donc dans son environnement, suivant l'environnement dans lequel elle va être, elle va créer des variations. Donc ça va créer des variétés. Elle va se distinguer, parce que si on est dans des environnements différents, il va falloir s'adapter à cet environnement. Et puis au bout d'un certain temps, une variété va commencer à se distinguer de l'espèce originelle et va créer ce qu'on appelle une race. Et cette race va être la source d'une nouvelle espèce. Donc ça, c'est ce que l'origine des espèces nous dit. En un mot, pour Darwin, les espèces ont d'abord été des races provenant d'un ancêtre antérieur qui se sont isolées. Les races sont des espèces en voie de formation. Et donc pour la science actuelle, la transformation d'une race en une nouvelle espèce va se faire car il va y avoir eu des mutations dans le génome qui va faire que ces mutations vont changer le génome et donc créer des distinctions suffisamment différentes pour créer une nouvelle espèce. Alors que pour les traditions, cette évolution ne se fait pas sous forme de mutation. Dans le règne minéral, par exemple, certains minéraux ou éléments reçurent une stimulation supplémentaire et devinrent radioactifs. Et une mystérieuse modification chimique s'opéra dans le règne végétal. Ceci facilite à son tour la transition entre le règne végétal et le règne animal, de même que la radioactivité des minéraux crée un pont entre le règne minéral et le règne végétal. Avec le temps, les savants finiront par reconnaître que chaque règne de la nature est relié au suivant quand ces unités deviennent radioactives. Donc pour les traditions, le passage d'un règne à un autre va se faire, d'une espèce à une autre, va se faire quand l'espèce précédente devient radioactive. Alors qu'est-ce que ça veut dire être radioactive? Pour les traditions, une forme, une entité va s'incarner dans une forme. Dans une forme, va donner des potentialités, il va y avoir des choses à faire. Et quand cette conscience qui va être dans cette forme va avoir terminé en quelque sorte de faire tout ce qu'elle peut faire au sein de cette forme, elle va devenir radioactive. Radioactive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la forme ne pourra plus la contenir parce que la conscience est devenue trop grande pour cette forme. Donc il va y avoir destruction
de la forme. Destruction qui se passe quand il y a de la radioactivité, il y a destruction de la matière. Parce que la forme, la conscience est devenue trop grande pour rester dans cette forme. Et donc il va falloir qu'elle aille s'incarner en quelque sorte dans une forme plus évoluée qui va lui permettre d'agrandir encore son champ de conscience. Donc voilà la différence. Pour les scientifiques, ce sont des mutations qui vont changer les espèces. Pour les traditions, c'est tout simplement qu'une espèce, une conscience a terminé de faire ce qu'elle avait à faire dans l'espèce et donc la forme ne sera plus nécessaire en quelque sorte et donc elle va disparaître pour créer une autre espèce dans laquelle en quelque sorte l'entité, la conscience va pouvoir s'incarner pour agrandir son champ de conscience. Alors pour les traditions, pareil, il n'y a pas de hasard. Pour Darwin, seules les modifications utiles et viables perdurent. Les autres disparaissent car elles sont incapables de perdurer. C'est pour ça que l'évolution des espèces parle de hasard au début, puis il va y avoir une sélection naturelle en fonction, c'est les espèces les plus fortes qui vont rester et les plus faibles, elles vont mourir. Alors que pour les traditions, pareil, il n'y a pas de hasard. Jamais les traditions dans nos origines ne vous parleront de hasard. Qu'est-ce que l'évolution? Si on leur demandait une définition exacte et complète de ce terme, ni Huxley ni Haeckel ne seraient capables d'en donner une meilleure que celle de Webster, l'action de se déployer, le processus de la croissance et du développement comme l'évolution du bouton en une fleur ou de l'œuf en un animal. Il faut pourtant remonter du bouton à la plante qui lui a donné naissance, puis à la semence, et de l'œuf à l'animal ou à l'oiseau qui l'a pondu, ou tout au moins jusqu'au fragment de protoplasme d'où il est sorti pour se développer. Et la semence, comme le fragment doit posséder à l'état latent les potentialités nécessaires à la reproduction et au développement graduel, au déploiement des 1001 formes ou phases d'évolution qu'il leur faudra traverser avant que la fleur et l'animal ne soient complètement développés. En conséquence, le plan futur, sinon le dessein, doit exister. Ça veut dire que pour les traditions, quelque chose qui va s'incarner, se manifester, est issu d'une intelligence dans un état en puissance. Cette intelligence dans un état en puissance, c'est ça qu'on appelle le dessein, c'est ça qu'on appelle le plan, parce que c'est uniquement, ne peut s'incarner que ce qui est déjà préconçu comme une potentialité, comme un plan. C'est ce plan qui va aller se manifester concrètement dans la matière. Et comme nous le dit Platon, dans cet état en puissance, c'est quelque chose d'intelligible, c'est-à-dire il n'y a jamais de hasard dans cet état en puissance. Alors pour Darwin, j'admets complètement que la sélection naturelle agit d'ordinaire avec une extrême lenteur. Elle ne peut même agir que lorsqu'il y a dans l'économie naturelle d'une région des places vacantes qui seraient mieux remplies si quelques-uns des habitants subissaient quelques modifications. Pour Lena Blavatsky, lorsqu'on explique par l'évolution, chaque catégorie d'êtres est conçue comme étant le résultat de modifications produites par gradation insensible chez une catégorie d'êtres préexistants. Donc là, vous voyez que ce soit Darwin ou les traditions, ils ont la même idée. L'évolution s'est faite de manière très lente. Par contre, de nos jours, ce que disait Darwin n'est plus accepté scientifiquement. Ça a été changé dans les années 1950-60. Les variations héréditaires évolutives sont aujourd'hui bien connues. Elles résultent de modifications brusques du patrimoine génétique. Ce sont les mutations. Pour Darwin, ce n'était pas les mutations qui faisaient l'évolution. De nos jours, les scientifiques qui s'intéressent à l'origine des espèces nous disent que ce sont les mutations. Les mutations résultant d'une variation brusque d'un gène ou d'un chromosome, donc du patrimoine génétique, sont par définition immédiatement héréditaires. Aussi est-il aisé d'en obtenir un génotype nouveau. L'immense majorité des mutations survenues dans la nature sont éliminées. Donc pour les scientifiques de nos jours, l'évolution, comme je vous le dis tout à l'heure, se fait d'une espèce à une autre, se fait par des mutations. Et donc des mutations, c'est quelque chose de rapide. Il n'y a plus cette lenteur. Alors pourquoi les scientifiques avaient dit ça? Tout simplement parce qu'à l'époque,
il y a des scientifiques qui ont dit que que l'hérédité ne pouvait pas expliquer justement l'évolution. Et donc c'est la raison pour laquelle les scientifiques ont dit bah ok, si ça ne peut pas être fait de manière lente, c'est que ça a été fait de manière grâce à des mutations. C'est pour ça que ce concept a changé en quelque sorte. Alors que d'autres théories scientifiques sont survenues plus tard et ont montré que rien n'empêche que ça puisse être fait de manière lente. Par exemple, il y a eu la découverte des gènes sauteurs ou transposons de Barbara McClintock, qui a eu un prix Nobel en 1983. Il y a aussi des travaux sur l'épigénétique qui ont eu lieu à la fin du XXe siècle, qui montrent que les caractères acquis sont transmissibles par hérédité. Donc il y a eu des découvertes qui ont fait que maintenant on peut scientifiquement dire que des espèces peuvent évoluer de manière graduelle, mais à l'époque, comme ces découvertes n'avaient pas encore été faites, bien les scientifiques ont préféré dire que l'évolution des règnes se fait par mutation. Ils ont donc changé ce que disait Darwin. Chez une race qui n'a pas été croisée, mais chez laquelle les deux ancêtres souches ont perdu quelques caractères que possédait leur ancêtre à eux, la tendance à faire retour vers ce caractère perdu pourrait, d'après tout ce que nous pouvons savoir, se transmettre de façon plus ou moins énergique pendant un nombre illimité de générations. Donc vous voyez que les scientifiques, les naturalistes se sont rendus compte qu'il y avait ce qu'on appelle un retour à l'espèce originelle. C'est-à-dire que même si une espèce est modifiée, eh bien, lorsqu'elle va se reproduire, dans les descendants, il peut y avoir potentiellement retour à l'espèce originale à n'importe quel moment. Ça, c'est ce qu'on appelle le retour à l'espèce. La tendance au retour vers le type des aïeux peut souvent entraver ou empêcher l'action de la sélection naturelle. Mais d'un autre côté, comme cette tendance n'a pas empêché l'homme de créer par la sélection de nouvelles races domestiques, pourquoi prévaudrait-elle contre l'œuvre de la sélection naturelle? Donc vous voyez, c'est ce que nous dit Charles Darwin. Parce qu'il savait qu'il y avait un retour à l'espèce originelle. Donc s'il y a un retour à l'espèce originelle, comment une espèce peut évoluer? Si au bout de quelques générations, ok, elle va avoir évolué, mais elle va revenir à l'espèce qui a eu lieu 100 ans ou 200 ans auparavant. Bien, pour dire ça, il nous dit que bah oui, mais l'être humain est capable de modifier des espèces, de faire des croisements dans les espèces. Donc pourquoi la nature ne le ferait pas? Et c'est là où il y a aussi un point de divergence. Il est bien vrai que l'homme ne met en jeu que des forces naturelles, mais son intelligence intervient dans cette mise en œuvre. Il est bien vrai encore que dans une foule de cas, il ne saurait rivaliser avec la nature, mais il a aussi ses revanches. Il mène à bien chaque jour des œuvres qui sont au-dessus ou, si l'on veut, en dehors de celles qu'elle peut accomplir. Jamais il ne fera sortir du sol une nouvelle chaîne des Alpes. Jamais les forces naturelles n'eussent élevé la digue de Cherbourg. Nous ne saurions creuser et décorer les grottes qui approchent des immenses et magnifiques cavernes de la Carniole, d'Antiparos, de Kentucky. La nature ne percera jamais un tunnel régulier et direct comme celui du mont Cenis. Donc, qu'est-ce que nous dit là Armand de Quatrefages, qui était contemporain de Darwin? Il nous dit, ok, l'être humain est capable de modifier des espèces, mais par contre, il utilise son intelligence. C'est pas fait de manière aléatoire. C'est pas quelque chose qui a lieu comme ça par hasard. Et c'est également ce que nous disent les traditions, c'est qu'il y a besoin d'une intelligence pour faire évoluer les espèces. C'est pas quelque chose de hasard qui va faire évoluer les espèces. C'est pas on va prendre un gène, on va le modifier au hasard, et puis on espère qu'à la fin on va obtenir quelque chose de viable. Pour les traditions, c'est pas le cas. Et on voit que là, certains naturalismes comme Armand de Quatrefages, eh bien, il pose également cette question. Oui, ok. Mais est-ce que ça veut dire que la nature a une intelligence? Et si cette nature a une intelligence, d'où vient cette intelligence? Donc on ne peut pas parler de hasard.
Donc si on accepte que l'idée que on peut transformer une espèce en une autre, c'est qu'en quelque sorte on accepte de donner de l'intelligence et non pas une notion aléatoire de hasard. Alors avons-nous été génétiquement modifiés? Car on verra, il y a eu beaucoup de modifications génétiques en fait, qui ont été vues dans les ADN de l'être humain. Alors, pour qu'une nouvelle espèce se crée à partir d'une race, il faut du temps et de l'isolement. Si ça a été le cas, comme on l'a vu, pour éviter justement ce retour à l'espèce, il est nécessaire en fait qu'une espèce soit mise dans un lieu isolé des autres, parce qu'à partir du moment où il y a une espèce non modifiée qui va venir se fusionner avec l'espèce modifiée, eh bien il y aura retour à la caractéristique originelle. Donc c'est pour ça que pour l'évolution des espèces ne peut se faire que s'il y a du temps et de l'isolement. Alors maintenant le temps a été annulé parce que pour les scientifiques c'est les mutations qui ont pris le dessus, mais à la base il fallait du temps et de l'isolement. L'isolement nécessaire pour éviter ce retour à l'espèce primitive. Alors maintenant parlons de l'espèce originelle. Darwin part d'un prototype organisé dont il admet l'existence comme un fait primordial, mais qu'il n'explique pas, car, avec la bonne foi dont il donne à chaque instant des preuves, il repousse la croyance à la génération spontanée comme étant incompatible avec les données de la science moderne. Cet ancêtre primitif n'était à proprement parler ni animal, ni végétal. Par contre, rien dans la théorie de Darwin n'indique qui est cet ancêtre primitif. Pour les traditions, inutile d'ajouter que nous ne croyons pas à la création spontanée, même d'un atome. La matière est éternelle. Ce que nous en voyons est la substance concrète et visible d'un tout spirituel et abstrait. En d'autres mots, ce que nous voyons est un état en acte de quelque chose qui est dans un état en puissance, et une transformation d'état. Un état en puissance qui va se manifester. L'état en puissance va donner les caractéristiques, le plan, le dessin de ce qui va aller s'incarner, rentrer en manifestation. En fait, l'évolution peut se résumer en une seule phrase. Elle n'est qu'un passage de potentialité qu'on a vu qui fait partie de ce qu'on appelle un état en puissance. C'est une pensée où il y a toutes les potentialités qui existent. D'un passage de potentialité latente à l'état de pouvoir actif. Et ces potentialités qui sont dans un état en puissance vont aller s'incarner dans la matière. C'est ça, pour les traditions, l'évolution. Alors là, je reprends un petit résumé que j'avais fait en 2010 sur mon premier livre sur les origines, qui décrit différents écarts de point de vue, on va dire, sur certains aspects de l'évolution. Par exemple, j'avais noté dans le livre, mais c'était qu'un seul exemple, des poissons à épinoches, à 3 épines. L'évolution de ces poissons sont considérés comme étant des preuves de l'évolution des espèces. Or, ce n'est pas une preuve de l'évolution des espèces, et c'est là aussi il faut faire attention aux mots. C'est juste une preuve d'adaptation. Quand vous mettez une forme, n'importe qui, dans un lieu, une espèce dans un lieu, elle va s'adapter à ce lieu. Par contre, c'est pas parce qu'elle pourra se transformer, que ce soit physiquement, pourra prendre les caractéristiques, changer totalement de caractéristiques. Par contre, elle ne va pas modifier son ADN. Il n'y a pas de modification du génome. Donc on ne peut parler de modification des espèces que lorsqu'il y a modification du génome, ce qui n'est pas le cas pour ces exemples. Pareil pour les résistances aux antibiotiques, ça ne veut pas dire qu'il y a eu modification du génome, ça veut juste dire qu'il y a eu un transfert d'informations. Il n'y a donc pas de nouvelles informations créées. On a vu que pour les scientifiques de nos jours, les mutations permettent d'augmenter l'information. Donc parce que c'est comme ça qu'ils considèrent que les espèces évoluent. Pour d'autres, en fait, quand il y a mutation, il y a perte d'information. Les fossiles, ça fait partie des choses aussi que Darwin disait que les fossiles permettent de voir, et donc ce qu'il aurait aimé, c'est que les fossiles puissent permettre de voir une évolution dans les différentes espèces. Et bien en fait, plus les fossiles ont été mis à jour et moins on voit cette évolution.
Donc les fossiles ne peuvent pas être considérés comme des preuves de l'évolution. La notion d'homologie, c'est-à-dire le fait que les espèces se ressemblent, parfois pour certains évolutionnismes, ça veut dire que c'est une preuve que l'évolution existe. Or, ça ne peut pas être une preuve parce que c'est une hypothèse. Quand Darwin a fait l'évolution des espèces, il a classé les espèces par hypothèse suivant leur forme. Donc on ne peut pas, c'est ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. On ne peut pas dire qu'une hypothèse est une preuve. Il y a aussi, quand j'ai étudié cette origine des espèces, j'ai vu qu'il y a des scientifiques qui ont démontré qu'une démarche hybride, parce que dans beaucoup de dessins, en fait, quand on vous parle de l'évolution de l'humanité, on vous représente un animal à quatre pattes, puis après qui va devenir un être humain. Puis entre les deux, on vous met une espèce d'être qui marche pas à trois pattes, mais qui marche entre le quatre pattes et le deux pattes, comme s'il était une espèce intermédiaire. Or, scientifiquement, il y a des scientifiques qui vous disent qu'une démarche hybride, c'est-à-dire intermédiaire entre les bipèdes et les quadrupèdes, sont impossibles à cause d'une exigence démesurée en énergie. Donc là aussi, souvent, quand on vous représente ça, on a l'impression qu'il y a eu des espèces, ça vous montre une espèce de transition, mais cette transition n'est pas possible. Et scientifiquement, justement, on peut montrer que c'est pas possible. Il y a aussi ce qu'on appelle la complexité irréductible. Certains gènes ne fonctionnent que réunis ensemble. Ces complexités ne peuvent donc pas avoir évolué. Par exemple, Greg Braden nous cite la coagulation du sang. Cela est un élément clé de la complexité irréductible pour la raison suivante. Si l'une des 20 protéines nécessaires pour la coagulation est absente, le saignement persistera. Que nous attendions 10 minutes ou 10 heures, le résultat sera le même. Notre sang ne peut coaguler que lorsque toutes ces protéines qui rendent la coagulation possible sont en place. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que c'est uniquement le mécanisme en entier qui permet d'avoir une fonction. Ça veut dire que s'il y avait juste 19 protéines, ça irait pas. Et donc pourquoi il y aurait eu les de 1 à 19 En fait, ça n'apporte rien. C'est que quand tout le mécanisme fonctionne ensemble, que ça apporte une fonction. Alors là, ceux qui s'intéressent à l'origine des espèces vous disent oui, mais ça veut rien dire parce que peut-être que avant les assemblages avaient d'autres fonctions et puis par hasard elles sont arrivées sur ces 20 protéines qui ont créé cette nouvelle fonction. Alors il y a aussi une chose, cette complexité irréductible, comment elle pourrait être décrite par les traditions? Parce que c'est pareil, si ça peut pas, les traditions vous disent également que ça a lieu, que l'évolution a lieu graduellement. Mais comment ces choses peuvent avoir lieu graduellement étant donné qu'on a besoin que le mécanisme fonctionne dans son ensemble? Eh bien, pour la même raison que je vous ai déjà parlé tout à l'heure, pour les traditions, ce n'est pas un problème d'expliquer cela, car les traditions mettent dans l'évolution un état éthéré. Pour les traditions, c'est toujours un état éthéré, un état en puissance qui va aller se manifester dans la matière et donc se cristalliser. Et les caractéristiques d'un état éthéré n'est absolument pas le même que celui d'un état matériel. C'est-à-dire que oui, dans la matière, tout doit être fonctionner ensemble, mais originellement, dans un état éthéré, cette fonction, ce plan peut avoir été créé et il s'est tout simplement manifesté dans la matière telle qu'elle. Donc, pour les traditions qui acceptent de parler de cet état éthéré, eh bien, ce qui est incapable d'être expliqué de manière scientifique ou rigoureuse ou rationnelle, si on considère qu'il y a toujours eu de la matière, eh bien, devient rationnel à partir du moment où on rajoute cette notion d'état éthéré, au minimum comme hypothèse. Chaînon entre les dinosaures et les oiseaux. Tous les chaînons manquants proposés se sont avérés être des trucages. Lien entre les poissons et animaux terrestres. Le poisson colacanthe, censé être le lien, s'est avéré être un poisson comme les autres. Et là, ça me rappelle, je crois, quand j'avais fait ce dossier, et puis quelques années après, dans les années, je ne sais plus, 2010 peut-être, ou 15, j'étais allé voir un aquarium au bord de l'océan Atlantique.
Et dans cet aquarium, il y avait justement un poisson colacanthe et sur l'aquarium était marqué, vous voyez ici l'ancêtre de ce qu'ils appellent en fait comment ça s'appelle, la colonne vertébrale en fait des vertébrés. Mais en fait ça a été démontré étant totalement faux. Ce n'est pas du tout scientifique, mais apparemment c'est resté encore dans quelques aquariums cette idée. Plantes et animaux domestiques, rien n'explique leur apparition, il est donc impossible de démontrer le processus d'évolution qui est en jeu. Défauts génétiques, si l'humain a évolué, les espèces antérieures devraient avoir au moins une partie des 4000 défauts génétiques qu'ils possèdent. Là aussi, il y a quelque chose. Comment ça se fait qu'il y a 4000 défauts génétiques? Qu'est-ce qui les a créés? Difficile à savoir. Ensuite, parlons de la quatrième civilisation, l'Atlantide. Platon décrit que l'Atlantide n'est pas une fiction, mais une histoire véritable et d'un intérêt capital. Or, pour les scientifiques de nos jours, l'Atlantide, c'est un mythe. Et pour les historiens de nos jours, l'Atlantide est un mythe. Voltaire nous disait « L'engloutissement de l'Atlantide peut être regardé avec autant de raison comme un point historique. Le peu de profondeur de la mer Atlantique jusqu'aux Canaries pourrait bien être une preuve de cet événement dont les îles pourraient être les restes de l'Atlantide. » Paul Schliemann, petit-fils du découvreur de Troie, nous dit « L'analogie entre les civilisations mayas et égyptiennes est si grande qu'on ne peut la considérer comme fortuite. Il n'existe pas de hasard de ce genre. La seule explication est que, conformément à la légende, il y eut autrefois un grand continent établissant un lien entre ce que nous appelons l'Ancien et le Nouveau Monde. C'était l'Atlantide, d'où partirent les colonies vers l'Égypte et l'Amérique centrale. » La similitude de langue de part et d'autre de l'Atlantique, celle des caractères ethnologiques et des croyances religieuses, l'adoration du soleil, ainsi que la découverte de pyramides sur les deux rives de l'océan, indiquent suffisamment un héritage commun et une même origine. De plus, des sondages effectués par des navires de guerre britanniques et américains au milieu de l'océan ont signalé l'existence d'une espèce de montagne au fond de la mer, ce qui me semble bien significatif. Le 10 février 1935, le Washington Herald publiait un article de F. A. Mitchell Heggs, explorateur britannique de grand renom, membre de la commission Maya du British Museum, qui a trouvé les vestiges d'une civilisation inconnue dans les îles situées au large de l'Amérique centrale. Cette civilisation, disait-il, pourrait bien être celle de légendaire Atlantide. Le musée de l'Indien d'Amérique, Fondation Hay à New York, écrit à Mitchell Hedges. Vos observations et les explorations américaines officielles au Nicaragua prouvent incontestablement qu'en des temps très reculés, un mouvement terrestre d'une extraordinaire ampleur et d'une force cataclysmique a dû se produire dans cette partie du monde. Et vos fouilles ont sans aucun doute mis à jour les vestiges d'une civilisation préhistorique qui existait avant ces cataclysmes. Science Digest, en novembre 1948, nous dit « L'étude de particules de matière récupérées au large des Açores montre que la région sous-marine en question avait dû se trouver au-dessus de l'eau il y a 15 000 ans. » La géologie et les fonds marins de René Malaise montrent que la majorité des configurations du terrain de la dorsale nord-atlantique, en particulier les gorges et les ravins, n'ont pas pu être provoquées par la turbulence de courants sous-marins, mais ont dû se former alors que le fond actuel se trouvait à la surface. Il expose l'action des courants océaniques et leur effet sur les glaces qui recouvraient l'Europe et l'Amérique il y a 10 ou 12 000 ans. Représentant de la science soviétique, Catherine Algemaistia, en 1955, les eaux du Gulf Stream ayant atteint l'océan Arctique il y a 10 000 ou 12 000 ans, l'Atlantide devait avoir été la barrière qui détourna le courant vers le sud. L'Atlantique explique l'apparition de la période glaciaire. L'Atlantique était aussi la raison de sa fin, affirmait-elle. Une tribu d'Indiens blancs appelés Parias, qui vivait jadis au Venezuela, dans un village qui portait le nom significatif de Atlan, elle maintenait la tradition d'un désastre qui avait détruit son pays, une vaste île de l'océan. Plus de 130 tribus d'Amérique conservent des légendes ayant trait à une catastrophe mondiale. En 1988, une chute d'eau géante a été découverte sur le fond de l'océan Atlantique. Son débit est de plusieurs fois celui de tous les fleuves et rivières, de toutes les terres émergées. Cette chute d'eau se situe sur les roches des barrières sous-marines séparant l'Atlantique des mers nordiques. Tout ça pour dire qu'il y a eu des chercheurs qui ont maintenu que l'Atlantide était quelque chose de crédible, mais de nos jours,
les scientifiques préfèrent penser, et les historiens préfèrent penser, que l'Atlantide est un mythe. Ainsi, deux par deux, dans les 7 zones, la troisième race donna naissance à la quatrième qui est celle de l'Atlantide. Les Souriens devinrent Asura. Asura, parce que Sura, ça veut dire Dieu, Asura, ça veut dire perdre sa divinité. Parce que plus on s'incarne, en fait, la divinité, c'est quand on est dans un état. La perfection n'a lieu que dans un état en puissance. À partir d'un moment où un état en puissance va s'incarner, donc un ange va venir sur terre, on dit qu'il perd sa divinité, car il va justement aller dans la matière, et donc il devient non-dieu. C'est pour ça que les Suras deviennent Asura. La manifestation fait perdre la perfection, car le but justement de cette manifestation, c'est d'aller conscientiser et rechercher l'idéal de perfection issu de cet état en puissance. Alors les troisième et quatrième, Suras de la quatrième race, grandirent d'orgueil. Nous sommes les rois, nous sommes les dieux. Ils prirent des épouses belles à voir, des épouses prises parmi les privés de mental, les têtes étroites. Ils donnèrent naissance à des monstres, de méchants démons, mâles et femelles, et aussi à des cadeaux d'Akini au petit mental. Ils élevèrent des temples pour le corps humain, ils adorèrent les mâles et les femelles, alors le troisième œil cessa de fonctionner. Lorsque les fils de sagesse vinrent s'incarner pour la première fois, quelques-uns d'entre eux s'incarnèrent complètement, et les autres ne firent que projeter une étincelle dans des formes, tandis que certaines ombres furent privées du remplissage et du perfectionnement jusqu'à la quatrième race. Or ces races qui restèrent privées de savoir, ou celles qui furent laissées sans mental, demeurèrent en cet état après la séparation naturelle des sexes. Ce furent des êtres qui furent les auteurs de ce premier croisement et engendrèrent des monstres, et c'est parmi les descendants de ceux-ci que les Atlantéens choisirent leurs épouses. Dans la Genèse, on nous dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que le Fils de Dieu fût revenu vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ils édifièrent des villes colossales. Ils les édifièrent avec des terres et des métaux rares, en se servant des feux vomis, de la pierre blanche, des montagnes, de la pierre noire. Ils taillèrent leurs propres images, la grandeur naturelle à leur ressemblance, et ils les adorèrent. Ils érigèrent de grandes images hautes de 9 iatis, taille de leur corps. Des feux intérieurs avaient détruit le pays de leur père. L'eau menaça la quatrième, la première grandes eaux vinrent. Elles avalèrent les 7 grandes îles. Tous les saints furent sauvés et les impies détruits, avec eux la plupart des animaux produits par la sueur de la terre. Donc on a vu jusqu'à présent qu'il y a eu dans notre histoire des êtres qui n'ont pas eu de mental car ils n'étaient pas prêts justement à avoir cette individualité, avoir cette compréhension du monde, à pouvoir évoluer vers la spiritualité. Et donc ces êtres-là qui ont été laissés à eux-mêmes ont créé énormément de destruction. Et quand il y a eu des êtres évolués qui se sont unis à ces êtres-là, qui n'avaient aucune conscience, bien ça a créé encore plus de chaos au sein de l'histoire de l'humanité. Alors maintenant parlons de l'origine de l'être humain. Est-ce que un singe est à l'origine de l'être humain ou est-ce que c'est quelque chose d'inconnu qui est à l'origine du singe et de l'être humain? Pour Lamarck, notre ancêtre, ce serait un singe. Par contre, Darwin ne s'est jamais prononcé sur ce sujet. Le savant anglais n'avait pas même abordé la question des origines humaines. À peine trouve-t-on dans ses écrits 2 ou 3 allusions très indirectes et faites en passant à la possibilité d'appliquer ces idées générales à ce problème spécial. Cette théorie amène plutôt à penser que les singes et les humains ont un ancêtre commun. Les résultats de recherches antérieures ont permis à des scientifiques de comprendre que les humains et les chimpanzés possédaient tous deux le gène FOXP2. Il semble qu'il y a longtemps, 2 chromosomes distincts chez les chimpanzés, les chromosomes 2A et 2B, ont fusionné dans l'unique et le plus grand chromosome 2, l'un des chromosomes clés qui font de nous des humains. L'étude nous montre que pendant la fusion ou immédiatement après, les fonctions se chevauchant à partir de 2 chromosomes qui étaient à l'origine séparés ont été soit ajustées, soit désactivées ou complètement supprimées afin de rendre le nouveau chromosome unique plus efficace.
Donc les scientifiques se sont rendus compte que la différence qu'il y a entre un être humain et un singe, c'est uniquement ces deux chromosomes, ce chromosome, sauf que pour l'être humain, ce chromosome était fusionné, alors que pour le singe, ce chromosome était séparé, ces deux chromosomes étaient séparés. Donc est-ce que ces deux chromosomes se sont fusionnés et ont créé l'être humain? Ça fait partie des hypothèses que nous donnent les scientifiques de nos jours. Pour les traditions, c'est totalement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que le singe est un descendant de l'humanité. Les singes ont fait leur apparition des millions d'années après l'être humain doué de la parole, et ce sont les derniers contemporains de notre cinquième race. Il est donc excessivement important de ne pas oublier que les égaux des singes sont des entités qui ont été obligées par leur karma à s'incarner dans les formes animales auxquelles avait donné naissance la bestialité des hommes appartenant à la dernière partie de la troisième race et au début de la quatrième. On l'a vu avant, c'est justement ces êtres qui n'avaient aucun mental qui ont créé énormément de dégâts dans l'humanité. Et en fait, étant donné qu'ils ont créé énormément de dégâts, au lieu d'évoluer, ils ont régressé. Ce sont des entités qui avaient déjà atteint la phase humaine avant cette ronde. Elles constituent donc une exception à la règle générale. Les innombrables traditions qui existent au sujet de satyres ne sont pas des fables, mais rappellent une race éteinte d'hommes animaux. Et donc là aussi, ces satyres qui sont la fusion entre des animaux et des êtres humains, dans la matière, on va nous dire que c'est pas possible parce que des espèces d'animaux ne peuvent pas sexuellement fusionner avec des espèces humaines. Mais ça, c'est dans la matière physique de nos jours, dense. Quand on était dans le début de la troisième race, dans le milieu de la troisième race, quand ça a eu lieu, la matière était beaucoup plus éthérée. Et donc les caractéristiques de la matière étaient totalement différentes de celles qu'elles sont aujourd'hui. Ce qu'on a, je l'ai déjà dit tout à l'heure, quand quelque chose est impossible dans la matière dense, n'est pas impossible dans la matière qui est plus éthérée. Parce qu'à cette époque, la matière était plus malléable, et donc là, il pouvait y avoir des mixtes entre des animaux et des êtres humains. C'est comme ça que les traditions expliquent la potentialité de ce fait. Donc Platon nous dit, aujourd'hui et depuis les premiers temps, l'âme commence par être sans intelligence quand elle vient à être unie à un corps mortel. Et là, c'est ce qui est arrivé à ces êtres qui n'avaient aucune intelligence, parce qu'ils n'étaient pas encore prêts en fait pour recevoir cette intelligence, et donc comme ils ont été laissés à eux-mêmes, qui n'ont pas eu de guide en quelque sorte pour les aider, eh bien ils ont fait n'importe quoi, et au lieu d'évoluer, ils ont régressé. C'est comme ça que les traditions nous montrent. Pour les traditions, le singe a existé, mais n'existait que dans les phases antérieures de l'humanité et dans le plan astral. À partir du moment où il y avait descente dans le physique, incarnation dans le physique, le singe ne devait plus exister, car justement il devait se transformer en être humain. Mais étant donné que l'être humain a commis énormément d'atrocités, eh bien, au lieu d'évoluer, il a régressé et donc a donné naissance dans le monde physique à des anthropoïdes. Voilà la vision des traditions sur ce sujet. Alors dans ce cas, les chromosomes des singes ont-ils fusionné pour former l'être humain, ou le chromosome humain s'est-il séparé en deux pour former le singe? Alors quatrième civilisation, là aussi, quand on parle de l'Atlantide, il y a beaucoup de... donc la superficie de l'Atlantide a énormément évolué au fil du temps. Et quand on parle de l'Atlantide d'il y a 10 000 ans, c'est absolument pas la même de l'Atlantide il y a 1 million d'années. C'est pour ça que sur ces cartes, vous pouvez voir l'évolution de la Terre supposée pour les différentes périodes. Il y a eu énormément de catastrophes. Il n'y en a pas eu qu'une, celle qui a été popularisée par Platon en moins 10 000. Il y en a eu d'autres qui ont été beaucoup plus importantes, en quelque sorte.
Parmi ces catastrophes, il y en a 4 qui surpassent toutes les autres en importance. La première eut lieu à l'époque miocéenne, il y a à peu près 800 000 ans. La deuxième, d'une moindre importance, se produisit il y a environ 200 000 ans. La troisième, qui survint il y a à peu près 80 000 ans, fut considérable. Elle détruisit tout ce qui restait du continent Atlantide, à l'exception de l'île que Platon désigne sous le nom Poséidonis, et qui fut submergée à son tour dans la quatrième grande catastrophe finale, en l'an 9564 avant Jésus-Christ. Alors pour Albert Schlossmann, c'est pas 9564, mais c'est 9792 avant Jésus-Christ. Donc suivant les différents auteurs, tous se situent à peu près moins 10 000 avant Jésus-Christ, mais n'ont pas forcément d'accord sur la date exacte où ça a eu lieu. Alors pour récapituler, au niveau des races, les 2 premières races peuvent être considérées comme l'embryon de l'être humain. Il y a aussi des dates qui sont mises, mais là-dessus, par contre, il n'y a aucune certitude. C'est juste que j'ai mis ça vraiment de manière hypothétique, mais le niveau d'assurance que j'ai de ces dates est proche de 0, on va dire. Ou très, disons que c'est une hypothèse, mais je ne serais pas surpris que ce soit différent. Donc on a vu que les 2 premières races sont l'embryon de l'être humain. C'est pas là où la nature triple de l'être humain s'est créée. Il n'y avait pas d'individualité humaine, en quelque sorte. L'individualité humaine, le berceau de l'humanité, a eu lieu dans la 3e race appelée la Lémurie. Et vers le milieu de cette 3e race, c'est là que se sont incarnés, sont créés les êtres sexués tels que nous les avons aujourd'hui, il y a moins 18 millions d'années. Pour la Lémurie, l'objectif, c'était, étant donné qu'on descend, pour les traditions, on descend dans les plans éthérés, le premier objectif des Lémuriens, c'était de maîtriser le corps physique. Pour la civilisation d'après, l'Atlantique, l'objectif est de maîtriser le corps astral, le corps émotionnel. Pour la 5e civilisation, notre race actuelle, le but est de maîtriser le mental. Et puis la race suivante, ça va être au niveau du plan bouddhique, c'est-à-dire l'intuition, etc. Donc à chaque fois, vous voyez, pour les traditions, il y a évolution de la conscience. Chaque civilisation, chaque race va venir apporter un élément supplémentaire pour cette prise de conscience, pour à la fin justement réussir à maîtriser tout ce qu'il y a besoin de maîtriser dans ces plans d'incarnation. Donc la civilisation aryenne, toutes les civilisations sont après composées de 7 sous-civilisations. La première sous-civilisation, c'était une race blanche ayant les yeux bleus et connue aussi comme les hyperboréens. Ensuite, une race aryo-sémitique ou chaldéenne qui traversa l'Afghanistan et se répandit dans les plaines de l'Euphrate et en Syrie. Elle eut pour religion le sabéisme. Ensuite, la race iranienne, qui est la 3e sous-race, conduite par le premier Zoroastre, elle s'établit en Perse, puis en Arabie et Égypte. L'alchimie fut beaucoup étudiée par cette race. Puis la race celtique, conduite par Orphée, qui se répandit en Grèce, Italie, France, Irlande et Écosse. Elle se distingue dans toutes les lignes artistiques. Puis la nôtre, celle dans laquelle nous sommes actuellement, la race teutone, qui a immigré de l'Europe centrale et se répand aujourd'hui dans toutes les parties du monde. Et puis, une fois que notre race aura terminé son Kali Yuga, en quelque sorte, son âge de fer, eh bien, il y aura une autre civilisation, une autre race qui va se créer. Et d'après les traditions, celle-ci n'est pas encore créée, mais elle va naître au nord de l'Amérique. Et la 7e race, qui succédera, qui sera la dernière de ce cycle, de cette 5e civilisation, eh bien, naîtra en Amérique du Sud. Et donc chacune apportera un élément supplémentaire de prise de conscience. Merci de votre attention.